Bon, bonsoir à tous, donc bienvenue au lycée Rascol pour cette deuxième conférence donc, sur les cathares en albigeois. Nous nous étions arrêtés la dernière fois donc, à l'assassinat du légat du pape Pierre de Castelnau et au lancement, ou du moins au grand préparatif de la croisade contre les albigeois. Et je ne vous avais pas lu la dernière fois la lettre qu'a écrite le pape, que je vais vous lire. C'était le 10 mars 1208, quelques jours après l'assassinat du légat du pape. Et voici ce qu'écrivait à tout le monde, c'est-à-dire au roi de France et au baron, le pape Alexandre. En avant, chevalier du Christ, en avant, courageuse recrue de l'armée chrétienne, que l'universel cri de la Sainte Église vous entraîne, qu'un zèle pieux vous enflamme pour venger une si grande offense faite à votre Dieu. On dit que depuis le meurtre de ce juste, l'Église de ce pays est sans consolateur, plongée dans la tristesse et l'affliction. La foi a disparu, la paix est morte, la peste hérétique et la rage guerrière ont pris des forces nouvelles. La barque de l'Église est exposée à un naufrage total, si dans cette nouvelle et terrible tempête, on ne lui apporte un puissant secours. Vous voyez, ça c'est ce qui est très connu, parce que c'est la lettre envoyée à tout le monde, et ce qui est considéré comme le début de la croisade. Alors, avant de commencer, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, mais je commence toujours les conférences en essayant d'expliquer un peu la société dans laquelle on va évoluer durant donc, cette conférence. Et là, on va parler beaucoup de guerre, puisque c'est la croisade. Et je voulais simplement vous rappeler une chose, c'est qu'on est dans des périodes de ce Moyen-Âge central, donc du XIIe et aujourd'hui du début du XIIIe siècle. Il y a très peu de témoignages de cette époque qui sont visibles encore de nos jours, notamment pour le XIIe siècle. Alors le XIIe siècle, si, on peut voir des églises romanes, on en voit, il y en a encore pas mal. Mais en architecture civile, par exemple, on a dans le Tarn deux exemples, et le plus beau évidemment, alors l'autre c'est la maison Fenas à Albi, mais le plus bel exemple c'est le pavillon d'Adélaïde à Burlatz, qui est donc un des rares vestiges de ce XIIe siècle et de ce début de XIIIe siècle en albigeois. Il y a aussi une chose, c'est que souvent, là je vais parler de guerre, donc il ne faut pas avoir une image des remparts. Vous savez, quand vous regardez les films à la télé, des grands remparts de pierre qui font 30 mètres de haut, qui sont terriblement bien construits. Par exemple, si on prend Albi, il faut imaginer ça. Alors c'est vrai que ce n'est pas vendeur, ce n'est pas aussi beau qu'un grand rempart en pierre, mais alors ça c'est dans le Gers, c'est un des rares témoignages de remparts et de bâtis médiéval de défense en terre qui soient restés. Là c'est un château donc, dans le Gers, vous le voyez c'est de la terre mélangée à du bois, à de la chaux, et à Albi on a une mention en 1180. Donc les troupes qui sont venues à Albi au début du XIIIe siècle, elles avaient en face d'elles ce genre de rempart. Vous voyez, c'est des remparts en terre et non pas des remparts en pierre bien bâtis. Donc quand les armées avec leurs engins assez puissants parfois comme les trébuchets, ça fait beaucoup de mal dans ce genre d'architecture. C'est après ça que, et notamment au moment de la guerre de Cent Ans, mais dès la fin du XIIIe siècle, on va commencer à construire en dur avec de la pierre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des endroits où les remparts n'aient pas été en pierre. À Carcassonne, bon, ils sont en pierre, déjà à cette époque. Mais par exemple, pour notre région et pour Albi, il faut imaginer ceci. Donc le légat du pape étant mort, la croisade se lance et le pape harangue tout le monde, le roi de France bien sûr, mais aussi ses barons, mais aussi évidemment tous les prélats de la région et de toute la France. La croisade se finance parce que faire la guerre, ça coûte de l'argent. Donc il y a par exemple un exemple, c'est que les populations de Bourgogne et du Nivernais ont donné 10% de leurs revenus pour financer cette croisade. C'est un exemple et l'Église a trouvé comme ça pas mal d'argent. Alors l'Église aussi précise qu'il n'y a pas le droit de faire d'usure. On n'a pas le droit de prendre des intérêts sur l'argent qu'on prête à l'Église. Et évidemment, elle interdit à tous les juifs de prêter de l'argent, malgré que ce soit eux
qui avaient la priorité sur ce genre de choses, puisqu'il n'y avait qu'eux qui avaient le droit de le faire, puisque les catholiques n'ont pas le droit de prêter de l'argent. Donc voilà, c'est des choses intéressantes. Je vous en parlerai très peu, mais parce que ça mériterait une conférence en entier, parce que c'est des choses qui sont assez méconnues. Mais par exemple, il y a un banquier pour la croisade contre les Albigeois qui nous est connu et qui a prêté beaucoup d'argent et qui, vous allez le voir, a quand même fait pas mal d'argent sur ça et quand même a reçu, alors ce n'était pas des intérêts en direct, mais plutôt des intérêts en nature, on va le voir, il s'appelait Raymond de Salvagnac, c'était un banquier de Cahors, mais qui était originaire de Salvagnac en Albigeois. Fin 1208, rencontre entre le comte de Toulouse et le seigneur de la région Trincavel. Alors là, on a quelques mentions de cette rencontre. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ne se sont pas entendus. Et de ce qu'on peut imaginer au vu des textes qui nous sont parvenus, c'est que le comte de Toulouse n'a pas voulu s'entendre avec Trincavel et a préféré aller se défendre seul avec le pape, en direct. Lui, Trincavel, il était un peu moins fou que le comte de Toulouse et il savait qu'il risquait gros dans cette histoire, que c'était la première fois qu'on allait lancer une si grande armée en pays chrétien. Et donc, il a tout fait pour qu'il n'y ait pas cette croisade et pour l'arrêter avant qu'elle commence. Malheur pour lui, le comte de Toulouse, Raymond VI. Alors, vous allez le voir, Raymond VI, quand on étudie bien la croisade, à travers tous les textes, que ce soit les textes, on va les voir, de la chanson, de Pierre Desvaux de Cernay et autres, mais aussi des textes diplomatiques, Raymond VI, il a tout raté dans sa vie. Il faut quand même le dire. Alors là, je vais vous parler que de l'albigeois. Je parle vraiment de l'albigeois parce que s'il fallait faire la croisade, on en a pour des heures et des heures. Donc je me suis concentré sur l'albigeois. Mais vous allez le voir, chaque fois que Raymond VI a dû prendre une décision, il a choisi toujours la solution politique, mais il jouait contre plus fort que lui. Et ça n'y a jamais réussi. Vous allez le voir. L'archevêque d'Auch, Pierre Barrault, le prieur de la maison de l'ordre de l'hôpital, on en parlait l'autre jour des hospitaliers à Toulouse, réussissent par négociation, parce que je vous en ai parlé encore la dernière fois, c'est toujours ces négociations en amont, on discute beaucoup, on essaie de s'arranger avant que les choses aillent mal, et donc réussissent à faire accepter la soumission du comte de Toulouse. Et le comte de Toulouse, il s'est dit, après tout, si je me soumets, si je rentre moi-même dans la croisade, je serai protégé, puisque étant moi-même croisé, je ne vais pas attaquer mes propres terres. Mais vous allez voir qu'évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Et alors, il y a une phrase célèbre de Raymond VI qui montre un petit peu son état d'esprit et à la fois presque sa naïveté politique. C'est que donc Arnaud Amalric, Arnaud Amaury avait été nommé légat par le pape. Et lors de cette entrevue la préparatoire, lui et ses conseillers se sont plaints au pape de l'attitude d'Arnaud Amaury. Et donc, le pape a dit, d'accord, très bien, on le change, on ne met plus Arnaud Amaury, on en met un autre, mais Arnaud Amaury avait toujours le commandement spirituel. Mais tout ça sans que, évidemment, les Raymond VI notamment, ne le sachent. C'est pourquoi Raymond VI a dit, j'ai un légat selon mon cœur, ou plutôt c'est moi le légat, comme s'il avait réussi à faire plier le pape. Sauf que, évidemment, il n'a pas du tout réussi. Et je vais vous lire un passage. Donc, dans cette histoire où Raymond VI il pense comme ça avoir réussi son tour de force en éliminant Arnaud Amaury, voici ce qu'écrit le pape lui-même à ses prélats, et notamment Arnaud Amaury. Nous vous conseillons d'employer la ruse, qui dans une occasion semblable doit être plutôt appelée prudence. Après en avoir délibéré avec les plus grands sages de l'armée, vous attaquerez séparément ceux qui se sont séparés de l'unité de l'Église. Ne commencez pas par vous en prendre compte, s'ils ne se précipitent pas follement à la défense des autres. Usez d'abord d'une sage dissimulation à son égard pour attaquer les autres hérétiques. Si on laissait ces satellites de l'Antéchrist se grouper, et si on les attaquait tous en même temps, il serait plus difficile de les vaincre. Moins ils seront secourus par le comte, plus ils seront aisément abattus. En voyant leur défaite, le comte fera peut-être un retour sur lui-même. S'il persiste au contraire dans ses mauvais desseins, on agira plus facilement contre lui quand il sera seul et privé de secours. Là, dans ce que je viens de vous lire, c'est le déroulé de la croisade. Le pape avait tout vu avant les autres. Il a mené cette croisade d'une main de maître, puisque vous voyez, il décrit directement ce qui s'est passé.
avant même que ça commence. Et le comte de Toulouse, lui, naïf, croit que c'est lui le légat. Fin mars 1209, le pape renouvelle sa demande au roi. Le roi de France lui refuse d'y aller directement, mais pour la première fois, donc, il autorise ses vassaux, ses grands barons, à aller dans la provincia, comme il est dit dans les textes, donc en gros c'est le Languedoc, pour y combattre donc les hérétiques. Et donc Guillaume de Tudel, qui a écrit la première partie de la Kansu, dit ceci, traduit évidemment en français, puisque la Kansu est écrite en occitan. « Ce fut une armée merveilleuse et grande, 20 000 chevaliers armés de toutes pièces, 200 000 et bien plus, vilains et paysans, et je ne compte pas les bourgeois et les clercs. Toute la gent d'Auvergne, et de loin et de près, Bourgogne, France et Limousin, du monde entier l'on vint, Allemands et Tiois, Poitevins et Gascons, Rouergat, Saintonge, bannière haute en rang serré. » Et donc voici un croisé avec tout l'attirail qu'ils avaient en 1209. On vous en parlera plus longuement tout à l'heure, mais je peux le laisser se présenter peut-être. Je suis Alain de Roussy, chevalier de notre noble seigneur Simon de Montfort, de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc Alain de Roussy. Alors c'est intéressant parce qu'Alain de Roussy, c'est un des compagnons de Simon de Montfort, un des plus fidèles. Il est arrivé en 1209 avec la croisade et il avait l'âge qu'a Alexis aujourd'hui qui est sous cette côte de maille. Donc on a essayé de faire au plus près. La croisade donc c'est une armée de barons, de grands seigneurs ou de plus petits. Je vous ai fait une petite carte qui a l'air très complexe, mais c'est juste pour vous expliquer d'où viennent les croisés. Partout il y a un point rouge, vous voyez, donc ils viennent surtout évidemment des États du nord, qu'on qualifie au nord de la Loire du moins, et au sud de la Loire on a le comte de Valentinois ici, le comte de Valentinois qui se battait notamment contre le comte de Toulouse pour ses histoires en Provence. Mais il y a aussi ce que vous voyez en jaune ici, c'est cette croisade quercinoise. On n'en parle jamais, pourtant il y a eu une croisade avant la croisade. Je vais vous en parler évidemment. Mais tout d'abord, il y a évidemment cet épisode qui est très connu, qui est le plus connu peut-être. C'est la soumission du comte de Toulouse aux armées croisées, qu'on appelait le serment de Saint-Gilles. Donc devant les archevêques, devant tout le peuple assemblé à Saint-Gilles, le comte de Toulouse donc fait pénitence. Donc il faut imaginer, le comte de Toulouse, il faut imaginer, c'est un des plus grands princes d'Europe, hein, un des plus riches, un des plus nobles, qui est nu jusqu'à la ceinture, devant tout le monde évidemment, et qui doit se repentir et prêter serment sur l'évangile, sur les reliques évidemment, et il dit « Je jure que j'obéirai à tous les ordres du pape et au vôtre, maître Milon », nouveau légat après Arnaud Amaury, et que j'exécuterai de bonne foi tout ce qui me sera ordonné, soit par le pape, soit par son légat. Ensuite, Raymond VI se fait flageller en se faisant entrer dans l'église pour y recevoir le pardon. Et ensuite, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans cette église à Saint-Gilles, on y avait enterré Pierre de Castelnau, qui était mort un an auparavant. On l'avait mis dans la crypte. Et alors, on nous dit que l'église et le devant de l'église étaient tellement pleins de monde, qui devait voir évidemment cet épisode marquant, qu'il a fallu faire sortir de l'église le comte de Toulouse par la crypte justement, pour voir la dépouille de Pierre de Castelnau. Et donc, évidemment, les croisés écrivent « Juste jugement de Dieu, il fut forcé de témoigner du respect au cadavre de celui qui, vivant, avait essuyé son mépris. » Toujours pareil, ces formules-là, on dirait aujourd'hui ces punchlines écrites par Pierre Desvaux de Cernay. Et donc, toujours en juin, on est en 1209, avant que toute cette armée déboule comme ça dans la province, en Languedoc, il y a la croisade quercinoise. Donc, c'est une croisade menée par des prélats, la plupart, vous voyez, l'archevêque de Bordeaux, l'évêque de Limoges, d'Agen, de Bazas, de Cahors, mais aussi quelques petits seigneurs, qui viennent en Agenais et en Quercy, vous voyez, aux portes de l'Albigeois, et c'est les premières batailles, et c'est le premier bûcher, à Casseneuil. C'est un bûcher terrible, puisqu'il y a, on ne sait pas combien, mais il y a beaucoup d'hérétiques qui se jettent dans le bûcher de leur propre chef. Donc c'est une petite croisade avant la grande,
qui est méconnu. D'ailleurs, moi, je ne savais même pas que ça avait existé, pour tout vous dire. Hein. Je l'ai découvert dans les textes. Et donc, vous voyez, je vous ai mis la pérégrination de cette armée. Cette armée se porte jusqu'à Villemur-sur-Tarn, qui était le siège de l'évêché cathare de l'Agenais. Et cette armée, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Au bout de 40 jours, vous savez, on se croise pour 40 jours. Hein, c'est pendant 40 jours qu'on va combattre. Au bout de ces 40 jours, on ne sait pas ce qu'est devenue cette armée. Peut-être elle s'est engouffrée dans l'autre armée plus grande, ou peut-être ils se sont arrêtés, ils sont rentrés chez eux. On n'en sait rien. Et ensuite, évidemment, il y a la croisade des barons, donc celle que tout le monde connaît, celle dont je vous ai parlé, c'est ces gens qui viennent de France, mais aussi de Provence, et qui donc déboulent comme ça en Languedoc. Alors je ne vais pas vous refaire toute la croisade, je vais spécifiquement parler de l'Albigeois. Voilà pourquoi je ne vais pas m'attarder très longtemps sur les grands faits comme le massacre de Béziers, etc. Tout d'abord, à Montpellier, Trincavel, lui, il est toujours dans un esprit de vouloir arrêter cette croisade et essayer de faire quelque chose. Il va essayer de rencontrer la croisade, notamment les légats, mais ils ne veulent pas l'entendre. Évidemment, ils sont en position de force, puisque le comte de Toulouse l'a laissé dans son coin. Donc Trincavel fait demi-tour, il va à Béziers, il est seigneur de Béziers, donc il va à Béziers, mais quand l'armée arrive vers Béziers, il prend avec lui, dit-on, des hérétiques, mais aussi les juifs, parce qu'il sait très bien que les juifs vont y passer aussi, et il se réfugie donc à Carcassonne, dans sa capitale. Et donc le 22 juillet 1209, évidemment, c'est le massacre de Béziers. Bon, je ne vais pas en faire tout un plat, on en a déjà entendu beaucoup parler. Vous le savez, c'est un des plus grands massacres qu'il y a eu dans notre région dans toute l'histoire. Il n'est pas dû directement au fait des croisés eux-mêmes. Avec tous les textes qu'on a, et on en a beaucoup, on sait qu'aujourd'hui qu'en fait, avec cette croisade, et il faut l'imaginer, c'est que cette croisade, il y a l'armée de métier, mais il y a aussi tout un tas de gens qui veulent s'intégrer comme ça à cette croisade, qui en profitent, notamment ce qu'on a appelé les ribots, enfin c'est ce que les chrétiens appellent les ribots, qui sont en gros des routiers, des mercenaires. Et donc, on en vient évidemment à Carcassonne, et c'est là où arrive donc un seigneur occitan, puisqu'évidemment en face des croisés, il y a des occitans. Et donc voici Alfonso qui joue le rôle donc d'un seigneur occitan, mais peut-être qu'il va se présenter lui-même. Appelli Bernard, dire confort. Pareil, avec tout l'attirail qu'ils avaient à cette même époque, donc on peut voir la différence entre un chevalier croisé et un chevalier occitan. On est donc au moment de Carcassonne, du siège de Carcassonne. Alors je vous ai mis là rapidement un petit... pour ceux qui connaissent Carcassonne, à l'époque il n'y avait que la première enceinte. La deuxième a été faite après la croisade. Donc c'est que la première enceinte, qui fait un peu plus d'1 kilomètre. Mais il y avait aussi deux faubourgs, qui attenaient Carcassonne, qui étaient importants, hein, c'était là où il y avait le plus de population d'ailleurs, et qui étaient eux-mêmes fortifiés. La prise de Carcassonne, elle se fait assez vite. Là aussi, j'avance volontairement pour ne pas rentrer trop dans les détails. Malgré Pierre d'Aragon qui tente une médiation, qui vient essayer, il est suzerain de Carcassonne. Hein. Trincavel est son vassal pour Carcassonne. Donc il vient essayer de parlementer, mais il voit bien qu'il n'y arrivera pas. Et il dit d'ailleurs, ça arrivera le jour où les ânes auront des ailes. Parole de Pierre d'Aragon. Et donc le 13 août, Trincavel sort. Alors parce qu'il y a, soi-disant, dans l'armée croisée, quelqu'un qui était de sa famille, qui est allé le voir et qui lui a dit « Sors, il te faut parlementer, tu tiendras jamais, etc. etc. » Trincavel est sorti avec 100 chevaliers, mais il a été fait prisonnier en rentrant. On pense qu'il y a eu évidemment discussion avec les légats et les chefs de la croisade, mais ça n'a pas marché et il est fait prisonnier assez honteusement d'ailleurs, on peut le dire, puisque ça ne correspond pas aux droits de l'époque. De là à l'armée, alors cette armée, il fallait lui trouver un chef à ce moment-là, évidemment. Carcassonne venant d'être pris, il fallait un chef militaire. Alors il y avait le chef spirituel, qui était Arnaud Amaury en sous-main, mais il fallait aussi un chef militaire. Ce chef militaire, vous le savez, ça va être Simon de Montfort. Alors ça n'a pas été le premier choix, hein. On peut dire même que ça a été presque le dernier. Mais quand on a proposé à tous les grands barons,
tout le monde a refusé, évidemment, pour une chose assez simple, c'est que aucun baron ne voulait aller à l'encontre du roi. Il ne faut pas oublier que là, on est quand même sur des terres qui, techniquement, politiquement, juridiquement, appartiennent au royaume de France. Donc on ne pouvait pas accepter ces terres prises comme ça aux mains du roi de France sans son aval. Donc tous les barons refusent. Et donc il y a une réunion qui se fait. Et là, on se dit, bon, mais il faut bien quand même trouver quelqu'un. Alors qui? Et lors de la prise de Carcassonne, lors des premières batailles dans les faubourgs, un homme s'était montré vaillant et preux chevalier. Il avait été sauvé un des siens sous la mitraille ennemie. Et cet homme, c'était Simon de Montfort. Simon de Montfort, c'est un homme qui a entre 40 et 50 ans, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. On présume qu'il a entre 40 et 50 ans. Mais c'est un grand combattant. Et ça deviendra un très bon chef de guerre. Il a fait la croisade en Palestine. Il est armé, au sens premier du terme, et au second sens du terme. C'est quelqu'un qui va être un bon chef de guerre. Et c'est lui qui, à partir de maintenant, va conduire les armées. Et ça pendant 9 ans. Tout en Languedoc. Donc pareil, je vous passe tous les détails de toute la campagne parce que ça durerait trop longtemps, mais c'est très intéressant, mais il faut se concentrer sur l'Albigeois. Vous le voyez, il va jusqu'à Montréal, Limoux, et quand il était à Fangeau, il a reçu les seigneurs de Castres qui lui ont dit « Venez à Castres, nous on se soumet, il n'y a pas de problème, on veut discuter, on se soumet. » Et donc, quelques jours plus tard, Simon de Montfort se dirige à Castres. À Castres, il reçoit les bourgeois de Castres qui se soumettent à lui, qui se soumettent à l'armée croisée. Et là, il y a un fait très intéressant qui est très méconnu là encore, c'est qu'à ce moment-là, on remet à Simon de Montfort 2 cathares, 2 hérétiques. Et alors, Simon de Montfort va faire quelque chose qui est assez étonnant parce que ça ne lui correspond pas forcément. Il va faire quelque chose qui est interdit par la loi, c'est-à-dire qu'il va dire, bon, vous m'en donnez 2, bon, on va les cramer direct, sans qu'il y ait de jugement. Or, c'était interdit au niveau juridique, mais il le fait quand même. Et alors, il y en a un des 2 qui dit, non, mais je renie ma foi, je ne suis pas cathare, je veux revenir catholique, etc. etc. Il aurait répondu que le feu soit son expiation, et donc ils mettent les 2 sur le bûcher. Et au moment, évidemment, où on allume le bûcher, on lui dit « tu veux toujours te repentir ?» Et donc, l'un des 2 dit « oui, 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 je veux abjurer ma foi, je suis catholique et je n'ai jamais été cathare. » On met quand même le feu, et évidemment, le seul qui s'est repenti sort des flammes, intact, sans aucune brûlure. Bon, là, il y a 2 versions. Les faits sont écrits 3 ans après. Soit c'est une version purement romanesque et ça n'a jamais existé. Or, on sait qu'il y a eu ces 2 personnes sur le bûcher. La version la plus probable, c'est que, bon, on s'est dit, s'il y en a un qu'on peut faire un exemple, s'il abjure sa foi et qu'on le fait comme ça, de façon grandiloquente, sortir d'un bûcher, on n'y a pas dû bien lui serrer les liens dans le dos, hein, et il a pu facilement s'échapper. C'était peut-être pour dire, si vous vous repentez, vous échapperez au bûcher. De Castres, alors qu'il est à Castres et qu'il y a cette histoire de bûcher, il reçoit les chevaliers de Lombers. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je rappelle, Lombers étant la clé militaire de l'Albigeois pour les Trencavel. Il reçoit là les chevaliers de Lombers qui lui disent pareil, on fait soumission, il n'y a pas de problème, on est avec toi, on ne veut pas de problème. Simon de Montfort va dire d'accord, très bien, mais il n'avait pas le temps d'aller à Lombers puisqu'il s'est dit c'est bon, l'Albigeois c'est bon, ils sont venus se soumettre. Il repart là où c'est plus difficile, du côté de Montréal, dans l'Aude, puis il vient aussi du côté de Pamiers, en Ariège. Et une fois qu'il a fait cette petite campagne, il revient quand même à Lombers pour bien que ce soit officiel et que les chevaliers de Lombers acceptent la soumission. Alors quand il va à Lombers, il est bien accueilli. Puis il dort dans le château de Lombers. Et le lendemain, alors qu'il devait y avoir la cérémonie de soumission, les chevaliers de Lombers tardent, dit-on, le texte, c'est Pierre Desvaux de Cernay qui écrit, ils tardent si bien que ça dure jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et alors là, Simon de Montfort, il n'était pas né de la dernière pluie, il s'est dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, il sort du château et probablement, ce n'est pas écrit dans le texte, mais on s'en doute, il a dû mettre son armée en marche au pied de Lombers. Et là, alors les chevaliers
pas forcément téméraire, on dit hop, hop, c'est bon, on se soumet, aucun problème. Et il a reçu la soumission, donc la clé militaire de l'Albigeois, par un petit coup de pression, comme ça, en mettant son armée en marche. Bon, son armée à cette époque-là, il ne faut pas imaginer des 100 000 hommes, hein. Il ne faut pas imaginer à cette époque-là. Il a encore une armée qui est assez conséquente, mais qui n'est pas la première, parce que vous savez, ça dure 40 jours. Alors, juste après l'histoire, quand il est allé dans l'Aude, là, juste après Carcassonne, bon, il y en a, ça faisait 40 jours, ils sont rentrés chez eux. Donc il y a une partie de l'armée qui était déjà diminuée, mais il faut imaginer peut-être 500 chevaliers, donc 500 chevaliers comme lui, et il faut considérer qu'un chevalier a environ 100 hommes avec lui. Donc ce qui veut dire que 500 chevaliers, ça fait beaucoup d'hommes à pied. Mais on peut considérer à cette époque-là, comme des hommes, il en va, il en vient, qu'il y a des gens qui s'infiltrent aussi avec eux, des sortes de routiers que les catholiques appellent des ribauds, on peut considérer que c'est 5000 hommes qui sont en Albigeois à ce moment-là. Le 10 novembre, évidemment, c'est Trincavel qui meurt dans Carcassonne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pareil, on a tout dit sur la mort de Trincavel. A-t-il été assassiné? Est-il mort d'une maladie? Est-il mort de vieillesse? Bon. Ce qui est le plus intéressant, à mon avis, c'est que le pape lui-même, Innocent III, qui est quand même pas du côté de Trincavel, on ne peut pas lui en vouloir de ce côté-là, il écrit lui-même, lors d'une lettre en 1213, quelques années plus tard, Trincavel, enfin il l'appelle le comte de Carcassonne, misérablement assassiné. Donc si le pape le dit lui-même, on peut imaginer qu'il a été, disons qu'on ne l'a pas forcément nourri, ou qu'on lui a mis peut-être quelques rats crevés dans la geôle, de manière que ça prenne pas trop de temps à ce qu'il meure. Tout état de cause, Trincavel étant mort, son fils il a 2 ans à ce moment-là. Donc il n'est pas en âge de régner. Et le fils Trincavel, Raymond le Jeune, il a comme tuteur le comte de Foix, un grand personnage, le comte de Foix, et il va être élevé par le comte de Foix. On le verra un peu plus tard. Donc en septembre, Castres-Lombers se soumet à Simon de Montfort, évidemment, une fois qu'il est reparti, à Noël, vous voyez, quelques semaines plus tard, évidemment, Castres et Lombers abandonnent leur soumission aux croisés et emprisonnent la petite garnison qu'ils avaient mise à la fois à Castres, mais aussi au château de Lombers. Et là, on a par exemple Pierre Desvaux de Cernay qui nous dit « Les chevaliers de Lombers, rompant avec Dieu et notre comte, mirent la main sur les servants à lui qui étaient dans le château. » Donc, vous voyez, la soumission, elle se fait parce qu'on a peur, évidemment. Et puis, une fois que l'armée est repartie et qu'elle est loin de chez nous, bon, hop, ils se rebellent. Vous allez voir, là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais s'il fallait que je fasse toute la liste des soumissions et des rébellions, des mêmes personnages, on en a pour... Il y en a un qui est le champion, je tiens à le citer quand même, il est étonnant, on va en parler, c'est Sicard de Lautrec, seigneur de Lautrec. Alors lui, en retournement de veste, on n'a jamais vu mieux. Hein. J'ai voulu les compter, mais j'arrive même pas à les compter dans le texte. C'est plusieurs dizaines de fois d'un côté et de l'autre, mais on va en parler par la suite. Quelques mois plus tard, Arnaud Amaury, donc le légat, entre dans Toulouse. Et dans Toulouse, c'est une ville vraiment au bord de la guerre civile. Toulouse, vous le savez, donc il y avait le comte de Toulouse qui était le seigneur de la ville, mais il n'avait plus aucune autorité réelle. Il avait légué quasiment tous les pouvoirs, presque tous, au capitous, au consul de Toulouse. Et c'est dans cette atmosphère où il faut imaginer qu'il y a quand même une guerre qui se déroule dans le territoire, où il y a eu un grand massacre à Béziers, où il y a une armée qui se promène comme ça de plusieurs milliers d'hommes dans les environs. Les gens ne sont pas sereins, évidemment, les paysans se réfugient dans les châteaux quand ils le peuvent, ou se réfugient notamment dans Toulouse, qui est la grande ville et qui est la plus sûre. Et dans cette ville, alors vous savez, la dernière fois, je vous avais parlé de ce grand personnage qui mériterait un film à lui tout seul, qui était Foulques, qui est devenu évêque de Toulouse. Alors Foulques, lui, il a créé une confrérie, qu'il appelait la confrérie blanche. Il s'habillait tout en blanc. Alors, donc, il y a à la fois des consuls ou des bourgeois de Toulouse qui sont politiquement contre le comte de Toulouse et qui voient dans l'armée croisée une volonté d'affirmer leur pouvoir plus encore et de prendre le parti de l'occupant. Alors, il y a des textes impressionnants, il faut lire Lacansou pour voir ça, ou même Pierre Desvaux de Cernay.
Mais donc c'est une milice populaire qui se trimballe comme ça dans Toulouse et qui juge de façon, vous pouvez l'imaginer, plus ou moins arbitraire, les gens parce que considérés comme hérétiques ou parce que considérés comme juifs, ce qui revient au même pour les catholiques. Mais d'un autre côté, en réponse à cette confrérie blanche, se crée évidemment la confrérie noire. Et là, c'est une confrérie plutôt populaire qui est notamment faite de gens qui sont dans les faubourgs et qui sont, elles, plus fidèles au comte et qui sont moins dans la politique et plus dans le ressenti. Et dans cette confrérie, il y a des cathares notoires, que les textes nomment d'ailleurs. Et on peut imaginer que dans Toulouse, à ce moment-là, on a des textes, là encore, des textes consulaires, hein, donc même pas des textes qui sont sujets à caution, mais où l'on voit ces deux confréries se battre dans les rues de Toulouse, avec les chevaux et tout, hein, dans les rues de Toulouse, l'un contre l'autre. Donc il y a des morts, il y a des arrestations. Il faut imaginer donc une ville vraiment en situation de guerre civile totale, ça devait être vraiment très difficile à cette époque-là. Voilà. Simon de Montfort, lui, vous l'avez vu, donc Castres, Lombers s'était soulevé. Alors il revient à Castres pour prendre Castres. Il prend Castres, il va à Lombers. Alors là, à Lombers, je vous l'ai dit, plus courageux que téméraire. Quand il arrive à Lombers, il n'y a plus personne dans le château. Le château est vide, la ville aussi, la cité aussi. Et là, dit-on dans le texte, il prend une grande quantité de vivres, ce qui va l'aider par la suite, parce que là, ils sont moins nombreux au niveau de l'armée, et ça va beaucoup les aider, dit le texte. Et ensuite, Simon de Montfort se dirige vers Ambialé. Alors là, vraiment, on a une symbolique. Hein. Ambialé, il n'y a pas eu de bataille pour le prendre, mais Ambialé, c'était le fief des Trincavel, le fief historique, c'est de là d'où est née la lignée des Trincavel. Et Simon de Montfort donc, va à Ambialé et il rencontre le comte de Toulouse pour essayer un peu de parlementer. Bon, le comte de Toulouse, pareil, ne va pas être très éclairé, puisqu'il va essayer, ou du moins des gens qui sont dans son entourage, de prendre en otage Simon de Montfort. On est là dans le castrum d'Ambialé, ça se passe donc en 1210, en novembre 1210. Mais Simon de Montfort, une fois de plus, il n'est pas dupe, il sent que ça sent pas bon, et donc il fait demi-tour, il s'en va, et évidemment la prise d'otage n'a pas lieu. Vous avez vu, je vous ai fait beaucoup de cartes, hein, mais c'est pour essayer de simplifier, de voir, pour que vous voyez à peu près comment se positionnent les armées et dans quel sens elles évoluent. Et s'il fallait superposer toutes ces chevauchées, la carte serait noire de flèches et de lieux de bataille. Ensuite, l'armée de Simon de Montfort va à Lavore. Lavore, on est en toulousain, on n'est plus en albigeois. Et Lavore est un haut lieu d'hérétiques. On sait qu'il y a beaucoup de cathares là-bas qui se sont réfugiés, notamment après l'entrée des croisés en Languedoc. Simon de Montfort met le siège à Lavore. Mais alors qu'à Carcassonne, il y a des croisés qui veulent aider les croisés donc, qui font le siège de Lavore, le comte de Foix, alors le comte de Foix, vous le voyez, hein, son comté il est dans les Pyrénées, il est vassal de Pierre d'Aragon. Alors il faut imaginer, quand on en discute et quand on essaie de voir le parcours du comte de Foix, il doit y avoir, on va appeler ça les montagnards, dans les gens de la montagne, quelque chose de particulier qui fait qu'ils ne sont pas comme ceux de la plaine. Et sociologiquement ou psychologiquement, ça pourrait peut-être s'expliquer. On voit par exemple dans le comte de Toulouse, vous le voyez, il fait de la politique. Il essaie toujours de s'en sortir en trouvant des systèmes de discussion, etc. Les gens de la montagne, et durant toute la croisade, bon, ils sont peut-être moins cérébraux, mais ils ont plus de valeur au sens noble du terme, et souvent ils vont essayer de sauver leur peau, hein, déjà, parce qu'il faut essayer de sauver sa peau. Et quand les renforts partent de Carcassonne pour aller à Lavore, ils sont attaqués par le comte de Foix au niveau de Mongé. Mongé, c'est dans le Tarn actuellement, hein, c'est tout à fait au sud du Tarn, limite avec la Haute-Garonne. Et à Mongé, alors là, c'est une grande bataille. Vous avez l'armée du comte de Foix face aux renforts croisés. Et alors là, c'est une grande victoire pour les Occitans.
ils vont vraiment désosser tout le monde à Montgé. Il y a d'ailleurs, on a trouvé dans l'histoire par la suite beaucoup de restes, que ce soit évidemment d'ossements humains ou d'armes dans les champs qui entourent Montgé. À l'époque, dans les textes, c'est dit que Montgé c'est des bois. Aujourd'hui, quand vous y allez, bon, il n'y a pas trop de bois, hein. C'est beaucoup de champs et de cultures. À l'époque, c'était des bois. Et là, le comte de Foix a une grande victoire. Simon de Montfort, qui est à Lavore, lui, hop, quand il entend ça, il essaie d'aller sauver les copains. Bon, ça ne marche pas, le comte de Foix repart tout de suite dans ses terres. Et donc, Simon de Montfort met le siège à Lavore. Alors, un siège, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, il installe les machines, etc. Notamment une machine qui a un nom facilement retenable, qui s'appelle la chatte. La chatte, c'est un instrument de siège qui est une sorte de grand monument de bois couvert par un toit et qu'on met au pied des remparts, et les gens qui sont dessous, protégés donc des projectiles, peuvent saper les murs et peuvent percer les murs pour déjà fragiliser le mur ou même le traverser. C'est souvent comme ça que les villes seront prises durant la croisade. Et alors à Lavore, il y a donc toute une armée qui est à l'intérieur de Lavore, et puis le comte de Toulouse, lui, il est suzerain de Lavore. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est à la fois dans la croisade, mais à la fois, pour la première fois, on attaque une ville dont il est normalement le protecteur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des renforts dans la ville de Lavore. Et en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Simon de Montfort et dit « Ah non, mais tu crois pas qu'on pourrait… » Donc il fait une chose et son contraire. Simon de Montfort, il ne l'écoute même pas et il continue le siège. À Lavore, il y a aussi une chose intéressante, c'est que vient de Toulouse cette fameuse confrérie blanche dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Foulques. Mais cette confrérie, quand elle arrive aux abords de Lavore, elle porte l'étendard de Toulouse. Donc quand les gens de Lavore voient l'étendard de Toulouse, ils pensent que c'est encore des renforts. Alors ils sont contents, alors on dit qu'ils chantent lui haut des remparts, et puis quand ils voient arriver que bon, finalement c'est pas pour eux, et que c'est Foulques, c'est une grande déception, et ce qui va contribuer, dit-on, à la chute de Lavore, et à la perte de Lavore. Et vous le savez, à Lavore, il va y avoir le premier grand bûcher de la croisade, et ce sera le plus grand de la croisade, où près, dit-on, de 300 cathares vont se jeter eux-mêmes dans le feu et vont donc y périr. Simon de Montfort va continuer évidemment sa guerre, inlassablement, et à l'été 1211, il va remonter le long du Tarn, en commençant par Rabastens, qui est là aussi une cité qui appartient au comte de Toulouse. Puis ensuite, vous le voyez, j'ai fait plein de flèches pour vous montrer qu'il remonte le Tarn. Il va sur Cahuzac, Saint-Marcel, La Guépie, Saint-Antonin et jusqu'à Bruniquel. Et il va prendre toutes ces villes, les unes après les autres. Mais vous allez voir, ce n'est qu'une partie. Et là, on est en juin 1211. En septembre 1211, il y a une grande bataille. Peut-être une des plus intéressantes et celle qui est la plus documentée, puisque dans la chanson, dans la Kansou, il y a 300 vers qui ne concernent que la bataille de Castelnaudary. D'ailleurs, il faudrait, si on aurait plus de temps, et un jour, il faudra faire une conférence que sur cette partie-là, parce que franchement, c'est une épopée incroyable à Castelnaudary. Alors, c'est assez simple. Est-ce que j'ai mis une carte? Oui, parfait. Castelnaudary, ce qui est simple, c'est que Simon de Montfort, l'armée croisée, vous l'avez vu, a pris toutes les villes le long du Tarn et dans le nord albigeois qui appartiennent au comte de Toulouse. Donc le comte de Toulouse, il se dit, bon maintenant ça suffit, je vais entrer vraiment en croisade. Pour le coup, pas avec Simon de Montfort, mais contre Simon de Montfort. Simon de Montfort, lui, il est dans une position critique, puisque à ce moment-là, au gré des quarantaines, hein, au gré de ces fameux 40 jours, il se retrouve à très peu de chevaliers. Mais très peu, c'est-à-dire qu'on considère qu'il lui reste que 100 chevaliers pour tenir un pays qui est gigantesque. Et là, il y a une chose intéressante, c'est que les armées du comte de Toulouse, du comte de Foix, du vicomte de Comminges, etc., se disent on va aller l'assiéger dans Carcassonne, et ils ne sont pas nombreux, et avec l'appui de la ville de Carcassonne, on devrait pouvoir y arriver. Mais Simon de Montfort, il a un conseiller, Bouchard de Marly, qui lui dit non, il ne faut pas faire cette erreur, la meilleure défense c'est l'attaque,
on va aller se positionner dans un lieu qui est considéré comme faible militairement, à Castelnaudary. Donc ils ne restent pas à Carcassonne, la capitale, le symbole. Ils vont à Castelnaudary, dans un lieu qui est fortifié, mais qui n'a rien évidemment de Carcassonne. Et donc là, ils se mettent dans la ville de Castelnaudary avec les 100 chevaliers. Et puis arrive, donc, vous voyez, c'est ce que j'ai fait en jaune, l'armée, on va dire, occitane du comte de Toulouse, du comte de Foix et de tous leurs alliés. Ils sont au bas mot. Chaque fois que je vous dis les chiffres, je vous prends des chiffres, plutôt la version basse, hein, puisque bon, on ne sait pas exactement le nombre qu'ils étaient, mais au vu de tous les textes, alors évidemment, dans la chanson ou Pierre Desvaux de Cernay, évidemment, ils ne vous diront pas 10 000, ils vous diront 100 000. Hein, c'est toujours pour grandir, évidemment, la chose. Donc je vous prends toujours des chiffres au bas mot. Simon de Montfort, ils sont 100 chevaliers et donc des hommes de pied dans Castelnaudary, peut-être donc 1000 en tout. Et vous avez l'armée occitane qui, au bas mot, ils sont 10 000. Ils sont 10 fois plus au bas mot. Hein. Je vous prends même le plus bas du bas. Hein. Et là, le comte de Toulouse, qui n'a rien de militaire, qu'est-ce qu'il fait? Il met le siège à 1 km de Castelnaudary sur une hauteur et il se retranche. Vous savez comme faisaient les Romains? On creuse un fossé, on met des palissades, comme si 100 hommes allaient l'attaquer, lui qui est 10 000. Bon, c'était pas très très fort militairement. Et d'ailleurs, Simon de Montfort, quand il voit ça, il dit, bon, mais j'ai le temps qu'ils creusent leur truc, je vais appeler des renforts à Carcassonne. Quand les renforts viennent de Carcassonne, évidemment, le comte de Foix, qui est avec le comte de Toulouse en train de se retrancher, il se dit, mais c'est complètement quand même, on ne va pas se laisser, on peut le prendre, ils sont 100 dans Castelnaudary, ou 1000 avec les hommes de pied, on peut y aller. Et donc le comte de Foix va attaquer les renforts qui viennent de Carcassonne. Et le comte de Foix prend toute son armée, ils sont environ 700, au bas mot encore une fois, et fonce sur les renforts venant de Carcassonne. Ça se passe au pied de Castelnaudary. Si un jour vous allez à Castelnaudary, il faut imaginer que là, 1 kilomètre plus bas, dans la plaine, il y avait, alors d'un côté, le comte de Toulouse qui se fortifie, avec, vous savez, tous ces hommes, et cette armée qui arrive de Carcassonne, et le comte de Foix qui l'attaque. Et le comte de Foix va commencer à prendre l'ascendant sur les renforts. Et quand Simon de Montfort voit ça, il se dit, si j'ai plus les renforts et tout, ça va être compliqué. Donc Simon de Montfort, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son armée, il quitte Castelnaudary, il laisse 5 chevaliers dans Castelnaudary. 5. Donc 50 hommes dans Castelnaudary. Et il va aider les copains qui se font dézinguer par le comte de Foix. Et là, évidemment, en aidant les copains, le comte de Foix, lui, il ne peut plus rien faire, ils sont trop nombreux, et il se replie. Mais croyez-vous que le comte de Toulouse, qui est à 1 km de Castelnaudary, il aille prendre Castelnaudary, ils sont 10 000, il y a 50 mecs, il n'y va pas. C'est très étonnant. D'ailleurs, le comte de Foix, dans les textes, encore une fois, dit-on, a un peu rouspété, hein, parce qu'il se dit, c'est le moment ou jamais. Il n'y va pas, et d'ailleurs, ça va lui porter préjudice. C'est vraiment une des grandes erreurs du comte Raymond. Et Simon de Montfort va même dire, puisqu'ils se sont retranchés dans leur camp, on n'a qu'à aller les attaquer. Et là, le Bouchard de Marly lui dit, bon, calme-toi quand même, parce que bon, faut peut-être pas exagérer. Et quand ils reviennent, parce que Simon de Montfort, il y va quand même, les Occitans et le comte de Toulouse, ils ont levé le camp, ils sont repartis à Toulouse. C'est vraiment une grande erreur militaire qui va faire basculer la croisade. Mais que fait le comte de Toulouse? Je vous l'ai dit, le comte de Toulouse, c'est un politique. Il réfléchit de façon en communiquant. Il ne réfléchit pas en homme de guerre. Et il va dire à tout le monde, vous allez partout, vous allez en Albigeois, vous allez en Quercy, et vous dites qu'on a gagné une énorme bataille. Et donc, évidemment, toutes les villes de l'Albigeois qui avaient été prises par Simon de Montfort se rebellent contre les croisés et jettent les croisés en prison. Et donc, évidemment, il y a un nouveau personnage qui entre en jeu. Baudouin de Toulouse. Baudouin de Toulouse, c'est le petit frère de Raymond, du comte. Mais Baudouin, c'est le vilain petit canard. Baudouin, il n'est pas aimé. Le comte de Toulouse ne l'y a pas fait, c'est vrai, ne l'a pas totalement aimé comme on aime son frère. Et lui a rien laissé. Et Baudouin de Toulouse, c'est vrai que c'est aussi étonnant parce qu'il
il a quand même pris très tôt le parti de la croisade et il va aider Simon de Montfort. Et c'est lui qui va attaquer tout un tas de garnisons occitanes qui sont le long du Tarn. Alors plusieurs fois, à Rabastens, à Gaillac, à la Grave. À la Grave, il prend l'armée occitane. Bon, ils n'étaient pas à 10 000 à la Grave, hein, mais il y en avait quelques-uns. Il les zigouille tous. Et Baudouin de Toulouse va vraiment devenir le chantre de la croisade. Puis, quelques temps plus tard, en Noël 1211, Simon de Montfort passe Noël, on le sait, à Castres, avec les bourgeois de Castres, et il reçoit l'appui de son frère qui arrive pour la première fois, Guy de Montfort, qui lui aussi va sévir pendant plusieurs années dans la région, et on va en reparler. Fin décembre 1211, première étape de la reconquête de l'Albigeois, un petit castrum de l'Albigeois. Est-ce que rien qu'avec la croix, là, vous voyez à peu près où c'est? Pas loin de Groyer, il y a une ville qui s'appelle Briatexte. Mais Briatexte n'existait pas à l'époque. Briatexte est une création de la fin du XIIIe siècle. Avant Briatexte, il y avait un castrum qui s'appelait les Touelles. Alors dans le texte, c'est souvent Toudel en occitan. Et c'est un lieu qui devait avoir sa petite importance, puisque l'armée croisée prend, après plusieurs jours, le castrum des Touelles et va raser cette ville entièrement. Alors quand on dit raser, là encore, les textes sont forts souvent, mais il faut plutôt imaginer qu'on démantèle les remparts, hein, et qu'on laisse la ville un peu nue, de façon à ce que personne n'y aille s'y fortifier. Et donc il y a souvent un déplacement de population, plus que le fait de raser et qu'il ne reste plus rien. Il devait quand même rester des choses, mais c'était plus sûr et dont les gens n'y sont plus allés. Voilà pour ce qui en est des Touelles. Puis après, Simon de Montfort revient sur Albi. Albi a toujours accueilli avec un assez grand plaisir les troupes croisées. Et très tôt, on a mis la bannière en haut de la cathédrale, l'ancienne cathédrale, hein, pas celle que vous voyez aujourd'hui, la bannière de Simon de Montfort avec le lion. Puis il y a donc tout ce nord albigeois qui s'était révolté et qui avait pris le parti de Raymond VI après cette fausse victoire à Castelnaudary, qui était une vraie défaite. Et il y a un site qui était important à l'époque, qui était Cahuzac, aujourd'hui Cahuzac-sur-Vère, qui était un castrum assez important parce qu'il est mentionné assez souvent. Et Simon de Montfort va mettre le siège à Cahuzac. Donc ça, on est donc au niveau janvier 1212, début 1212. L'armée de Raymond VI était à Cahuzac. Quand elle voit arriver Simon de Montfort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'affronte? Non. Elle se replie sur Gaillac. Alors que fait Simon de Montfort? Il va à Gaillac. Que fait l'armée de Raymond VI? Elle se replie à Montégut. Montégut, c'est là encore, l'Isle-sur-Tarn n'existait pas. L'Isle-sur-Tarn est une bastide du milieu du XIIIe, mais existait Montégut. Montégut, je conseille à tout le monde d'aller voir Montégut. C'est vraiment, donc, comme son nom l'indique, un pic assez prononcé. Aujourd'hui, c'est des vignes. Il faut imaginer là un gros castrum qui est très important, qui est mentionné plusieurs fois à cette période-là. Montégut était vraiment important. Au pied, il y a la voie qui menait à Toulouse, la voie antique et la voie médiévale. Raymond VI donc, se réfugie à Montégut. Simon de Montfort va à Montégut. Que fait Raymond VI? Il s'en va à Rabastens, évidemment. Donc Simon de Montfort, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Rabastens. Que fait Raymond VI? Il s'en va à Toulouse. Il rentre directement. Et donc, Simon de Montfort, qui a chassé de ses terres Raymond VI, il revient à Cahuzac-sur-Vère et il prend Cahuzac. Je vous ai mis ici un peu le récapitulatif de tout ça. Et s'ensuit un autre siège important dans notre région. On est là toujours à la fin de l'hiver 1212. De Cahuzac, Simon de Montfort va porter ses armées sur ce qui est certainement la clé de voûte du nord albigeois, qui est Saint-Marcel. Alors là encore, si aujourd'hui vous allez à Saint-Marcel, on y est allé il n'y a pas longtemps avec Alexandre, etc. C'est vrai qu'on se dit, mais il y a 4 maisons, il n'y a rien, c'est tout petit. On se demande comment il y avait là un si grand castrum qui est mentionné, qui est très fort, qui est très important à l'époque. À l'époque, encore une fois, Cordes-sur-Ciel n'existe pas. C'est une création qui va venir, on va en parler par la suite. Donc c'est à Saint-Marcel
que Simon de Montfort met le siège. Et à Saint-Marcel, qui arrive à Saint-Marcel? Raymond VI, évidemment, qui vient de Toulouse, qui dit, bon là, il faut peut-être se battre. Il vient avec le comte de Foix, avec le comte de Comminges, le vicomte de Béarn, enfin un peu tout le monde, et ils mettent toutes leurs troupes dans Saint-Marcel. Alors, probablement pas dans le castrum de Saint-Marcel, parce que techniquement et physiquement, je ne vois pas comment on peut rentrer une si grande armée. Mais au-dessus de Saint-Marcel, il y a un grand champ. Si vous allez à Saint-Marcel, vous allez voir. Il y a un grand champ qui est appelé Loucamp, et on pense que c'est dans ce grand champ que s'était posée cette énorme armée occitane. Et Simon de Montfort va faire le siège, va donc essayer de détruire les remparts, etc. Alors Simon de Montfort, lui, il est dit qu'il n'est qu'au sud de Saint-Marcel. Évidemment, il ne peut pas faire le siège de tout le pourtour. L'armée des Occitans était trop importante. Et pour la première fois, Simon de Montfort va faire demi-tour. Il va dire, bon, on n'arrive pas à Saint-Marcel, on s'en va, on reviendra plus tard. Il part sur Albi. Il faut dire que quand il est à Saint-Marcel, là encore le texte nous le dit, pour le ravitaillement, c'était compliqué. Parce que tous les alentours, tout le nord albigeois, était vraiment révolté contre les croisés et aux mains de Raymond VI, du comte de Toulouse, dont le ravitaillement se faisait mal, notamment sur la route entre Saint-Marcel et Albi, qui est aujourd'hui la route en gros entre Cordes et Albi. Donc Simon de Montfort se replie, et Simon de Montfort se dirige dans le sud albigeois, dans un lieu connu, plus connu quand même que Saint-Marcel, qui s'appelle Opoul, qui est donc à côté de Mazamet, au-dessus de Mazamet. Et donc Opoul, d'ailleurs, la troupe que vous voyez ici s'appelle les seigneurs d'Opoul. À Opoul, c'est intéressant parce que arrive dans l'armée, on est en avril 1212, arrive dans l'armée un personnage important qui est Pierre Dévaux de Cernay, qui est donc un curé. C'est lui qui raconte beaucoup la croisade, et c'est à ce moment-là seulement qu'il arrive dans la croisade. Donc tout ce que vous lisez chez Pierre Dévaux de Cernay, qui est avant avril 1212, il a entendu dire, il a réécrit. Mais à partir d'avril 1212, il écrit ce qu'il voit, et c'est très intéressant. Et la première chose qu'il voit, c'est Opoul, et il en fait une description incroyable. Opoul perché comme ça sur un énorme rocher, très très impressionnant, il est subjugué de ça. Bon, la prise d'Opoul va se faire non sans mal, mais à la faveur d'un brouillard très épais, et Simon de Montfort va faire escalader la falaise par des acrobates, j'ai envie de dire, et va réussir à prendre Opoul comme ça. C'est la première vision qu'a Pierre Dévaux de Cernay lors de la croisade. Que fait Simon de Montfort? D'Opoul, il passe par Sorèze, il revient en Lauragais, il fait quelques batailles, il va à Puylaurens, pareil, Puylaurens, qui sait qu'il y a dans Puylaurens? Il y a Raymond VI. Que fait Raymond VI quand les troupes arrivent? Il s'en va évidemment, et il va à Toulouse. Il se réfugie à Toulouse. Simon de Montfort ne s'inquiète pas, prend Puylaurens et remonte vers Lavore, puis Rabastens. Et là, je vous le mets en mille, évidemment, il prend les villes qui se sont encore une fois révoltées le long du Tarn, et il revient mettre le siège à Saint-Marcel, puisque la première fois, il n'y était pas arrivé. Il y a un mois d'intervalle. Il n'était pas arrivé un mois auparavant, mais là, il a une armée un peu plus conséquente, et il se dit, je vais pouvoir prendre Saint-Marcel. Alors là, dans le texte, il dit qu'il contourne la forêt de Grésigne, qu'il passe par Puy-Celcy, et par le nord de la forêt, il revient sur Saint-Marcel, et quand il arrive à Saint-Marcel, il n'y a plus personne. L'armée occitane n'est plus là, et donc il prend Saint-Marcel. Et donc, encore une fois, on dit qu'il rase Saint-Marcel. Il a probablement, évidemment, démantelé, comme au Touel tout à l'heure, démantelé les remparts. Et cette population qui était à Saint-Marcel s'est probablement disséminée ailleurs, dans des endroits peut-être plus forts ou pas. Et on a une partie qui se réfugie dans les villes le long du Tarn, notamment à Gaillac. Mais ce pôle de population qui était Saint-Marcel va totalement disparaître et ne plus jamais réapparaître dans l'histoire. Et aujourd'hui, à Saint-Marcel, il y a très peu d'habitants. De Saint-Marcel, il va à Varennes, à la limite avec l'Aveyron et le Tarn-et-Garonne, la Guépie. Je vous passe tous les détails. Il y a Saint-Antonin de Nobleval aujourd'hui. D'ailleurs, de Nobleval, ça vient de Pierre Dévaux de Cernay. Parce que quand Pierre Dévaux de Cernay arrive à Saint-Antonin, il voit cette plaine comme ça, cette vallée, et il trouve ça vraiment magnifique. Vous pouvez lire le texte, et il appelle ça Noblissum Valum, noble val, noble vallée.
Et à partir de ce moment-là, on appellera Saint-Antonin de Nobleval. Voilà, ça vient de Pierre Dévot de Cernay. Décembre 1212, grand tournant dans la croisade. Simon de Montfort va à Pamiers, en Ariège, et il fait une chose qui est sa deuxième erreur et sa principale erreur, c'est qu'à Pamiers, il va donner des règles, et va, en étant seigneur de Pamiers, va donner des règles à sa population. Donc je vous ai mis quelques exemples, mais je vais essayer d'accélérer pour aller plus vite. C'est une erreur puisque quand on donne des règles aux gens sur lesquels on est suzerain, ça va à l'encontre d'une loi qu'avait dictée l'Église. Puisque, rappelez-vous, être hérétique ou protecteur d'hérétiques, c'est la même chose. Donc, si vous allez dans un endroit où il y a des hérétiques, mais que vous reconnaissez comme seigneur, et que vous leur donnez des règles, ça veut dire que vous êtes quelque part protecteur d'hérétiques. Donc ça va à l'encontre même de sa loi, c'est une des erreurs de Simon de Montfort. Et en janvier 1213, Pierre d'Aragon, évidemment, explique au pape que Simon de Montfort fait une erreur et va à l'encontre même des règles. Et évidemment, le pape sermonne Simon de Montfort. Bon, je vous ai mis le texte, je peux le lire. Des ambassadeurs de notre très cher fils en le Christ, Pierre, illustre roi d'Aragon, nous ont déclaré que tournant contre les catholiques des armes exclusivement destinées à la lutte contre les hérétiques et te servant de l'armée des croisés pour répandre le sang du juste et léser les innocents, tu t'es emparé au détriment du roi, des terres de ses vassaux, le comte de Foix, le comte de Comminges et Gaston de Béarn. Or, il n'y a pas d'hérétiques sur ces terres et leurs habitants n'ont jamais encouru de soupçons en matière d'hérésie. Et le pape continue, et écrit notamment Arnaud Amaury, lançant les croisés sur les domaines du comte de Toulouse, vous ne vous êtes pas contenté de vous emparer des pays où il y avait des hérétiques, vous avez porté vos mains avides sur des terres qu'aucun soupçon d'hérésie n'avait jamais atteintes. Il continue à Simon de Montfort. Les envoyés du roi ont fait valoir en outre qu'en exigeant des hommes de ces terres des serments de fidélité et en tolérant qu'ils y demeurent, tu as implicitement reconnu qu'ils étaient catholiques, vu que tu n'entends pas passer pour un fauteur d'hérétiques. Mais tu protèges bien en quelque façon les hérétiques, semble-t-il, dès lors que tu admets qu'ils occupent légitimement leurs terres. Mais là, Simon de Montfort, bon, il s'en fout un peu. Il n'écoute pas trop. Et il faut dire qu'il y a 2 mois entre le moment où le pape écrit la lettre et au moment où Simon de Montfort la reçoit. Il devait y avoir une certaine volonté de ne pas recevoir trop vite les dictats du pape. Et donc, janvier 1213, tournant dans la croisade, le pape demande l'arrêt de la croisade. Lorsque sur les instances du Saint-Siège, notre cher frère en Christ, Pierre, l'illustre roi d'Aragon, te concéda en fief Carcassonne, que le vicomte de Béziers tenait de lui, il stipula que tu devais t'acquitter envers lui des services que le dit vicomte avait coutume ou obligation de lui rendre. Assurément, il n'était pas de notre intention qu'une telle concession de fief lèse en quoi que ce soit le roi dans ses droits. Aussi ne dois-tu pas te soustraire aux charges du fief que tu as acquis. Elle ne change pas du fait que le possesseur change. La seigneurie demeure avec ses obligations. Nous t'invitons par mandement apostolique à ne pas refuser de servir le roi autant que le susdit vicomte était tenu de le faire à son égard. Pour autant que nous t'aimions en Dieu, nous ne voulons ni te favoriser au point de paraître défavoriser le roi dans ses droits propres. C'est une façon diplomatique de bien lui rappeler qui est le patron. Il écrit aussi, Arnaud Amalric, « Grâce à Dieu et par la vertu du déchaînement de la guerre, l'affaire de la foi a remporté un succès suffisant. Cesse de mobiliser le peuple chrétien et de le fatiguer avec les indulgences pour la lutte contre les hérétiques, à moins que tu ne reçoives à ce sujet un ordre exprès. » Ils essaient donc de trouver une solution diplomatique, mais Pierre d'Aragon va trouver sa solution. Il décide de recevoir l'hommage du comte de Toulouse, lui, Pierre d'Aragon, qui est lui-même vassal du Saint-Siège, on l'a dit l'autre jour. Le roi d'Aragon, Pierre, qui venait un an auparavant de battre les musulmans à Las Navas de Tolosas, et qui donc était le chantre de la chrétienté, en prenant Raymond et les terres de Raymond, le comte de Toulouse, sous son aile, techniquement, il ne pouvait rien arriver aux terres de Raymond. Le problème, c'est que sur ces terres, il y a des hérétiques. Donc, prendre sous son aile ces terres, c'était être protecteur d'hérétiques. Et c'est donc être hors la loi du point de vue de l'Église.
Mais du point de vue du droit féodal, qui on le voit là, est vraiment en désaccord total avec le droit canonique. Lui, Pierre d'Aragon, il ne fait que prendre sous son aile des gens qui, pour la plupart, sont déjà ses vassaux, comme notamment Simon de Montfort. Donc, il y a ce droit féodal et canonique qui s'opposent, mais en prenant donc les terres de Raymond sous son aile, il devient aussi protecteur d'hérétiques. Et donc le pape lui dit « Attention, Pierre, j'ai beau t'aimer », il lui dit souvent, mais il lui dit « Quelle que soit notre affection pour ta personne, il nous sera impossible de t'épargner ou de te ménager aux dépens des affaires de la foi. » C'est un grand moment, vous le savez, qui arrive, puisque quelques mois plus tard, je vous passe tous les détails, il va y avoir la terrible bataille de Muret. Pierre d'Aragon, qui vient défendre ses terres, puisqu'il était devenu suzerain de Raymond, face à l'armée. On peut imaginer au bas mot, encore une fois, au bas mot, 20 000 hommes du côté occitan et 2 000 hommes du côté croisé. Mais vous le voyez, il y avait du côté croisé la moitié qui étaient des chevaliers, donc très bien armés, on le voit, aussi avec un cheval, une grande cavalerie, et de l'autre côté, sur ces 20 000 hommes, encore une fois, je vous l'ai mis au bas mot, hein, il n'y a seulement que 2 à 3 000 cavaliers, et le reste, c'est de la piétaille. On appelle ça la piétaille. Alors, la piétaille va se présenter, peut-être. Peyre fait partie, donc, de l'armée occitane, qui vit soit dans la région, soit depuis quelques mois à Toulouse, parce que c'était le seul endroit où il pouvait se réfugier. C'est probablement un paysan ou un artisan, et il fait son service d'ost, et il va défendre son seigneur, qui est le comte de Toulouse. Mais avec le comte de Toulouse, il y a quelque chose qu'on lui a souvent reproché, que le pape lui reproche depuis le début d'ailleurs, c'est d'entretenir des routiers, des mercenaires. Et ces mercenaires sont souvent mentionnés dans les textes. Souvent, ce sont des Aragonais. Et voici un Aragonais. Soy Felo Lobo de Teruel, almogávar de Aragón, y lucho con el conde de Tolosa. Alors, les Aragonais, ce n'est pas des enfants de cœur, hein, je tiens à vous le dire. Vous pouvez le voir. Les Aragonais, ils sont souvent mentionnés dans les textes. Il y en a eu durant toute la croisade, mais il y en avait aussi avant. C'est un des griefs que fait le pape au comte de Toulouse, c'est d'entretenir des troupes comme ça, qui vont, quand le comte de Toulouse a une petite affaire à régler, bon, envoyer ce genre de mec, bon, hein, ça calme tout de suite. Les Aragonais sont des mercenaires, mais sont entretenus par le comte de Toulouse. Alors, peut-être que tu veux peut-être nous expliquer tous ces gens. Calmement. Donc à cette époque, on va voir différentes... On va voir donc, comme nous l'a expliqué Yann, différents combattants. On va vous mettre par rapport, d'accord. Donc on va voir des chevaliers qui arrivent avec énormément de richesses, ils ont très bon armement. Des écus, donc qui sont assez grands. Au XIIIe, on a un écu qui sort de l'époque du XIIe, avec ce qu'on appelle les amandes, immense. Là, on a un écu qui est un petit peu plus court, mais qui reste assez long, qui va être un écu vraiment purement de protection. On va faire quelques pas avant, mais ça va être avant tout de la protection. Une épée, donc qui est le symbole du chevalier. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, l'épée n'est pas l'arme principale. On va aussi se battre à la hache, à la masse. On est sur à cette époque une escrime de concussion, donc on ne va pas chercher à percer. Vous voyez, avec une épée, avec une cotte de maille comme ça, percer avec une épée, c'est quasiment impossible. Donc on va chercher à frapper pour casser les membres. Ou en tout cas bien endommager la viande en dessous. Là, ouais, c'est la bière. On va avoir un aume. Alors lui c'est un chevalier, donc il porte un aume. On n'a pas de fantassin avec des aumes, sinon on va avoir des cervelières avec un nasal. Quand vous voyez un aume, vous savez que c'est un cheval. Donc cette cotte de maille qui est en anneau rifté, pour pas justement qu'on perce. On va avoir d'autres types, donc lui, ça c'est vraiment un type purement du Nord.
Lui a un casque qui s'appelle, avec grande poésie, cervelière à facial siculo-normand, parce que ça vient de Normandie et de Sicile. C'est un savant mélange. Là aussi, on est sur un demi-home. On commence à évoluer un peu. Le casque est un peu plus ancien. On sait que c'est un chevalier. Il porte des couleurs qui sont bien communes chez nous, donc d'or et de gueule. Pareil, là aussi, code de maille. Bon, il n'a pas pris le bouclier parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Et épée aussi. Alors, une épée, si je t'en prie, arme-toi. Une épée, c'est simple, c'est une lame qui est tranchante à l'époque. Il faut imaginer, on parle souvent des katanas. À l'époque, une épée est aussi tranchante. On a des qualités d'acier qui sont très très bien, très très bonnes. La garde et derrière un pommeau. Alors, on va parer, monsieur, on va parer aussi bien du bouclier. On va parer aussi bien au bouclier qu'avec l'épée. Okay. L'épée ne va pas servir uniquement à frapper qu'avec la lame. On va pouvoir aussi frapper avec toutes les parties mises à disposition, que ce soit la garde, que ce soit le pommeau. On va chercher toujours l'efficacité. On va chercher toujours au plus simple. On est dans une situation où on est en danger face à l'autre, donc on va vraiment chercher à tuer le plus rapidement possible. Ensuite viennent les almogavards, par exemple. Yann a bien insisté sur le côté montagnard. Les montagnards ont toujours été des sauvages, que ce soit les Vascons, que ce soit donc les almogavards, que ce soit les berbères dans la conquête de l'Espagne. Ça a toujours été des fous furieux, des sauvages, ils étaient très craints. Les almogavards, je représente, on sont allés jusqu'en Italie, ils ont fait à peu près toutes les campagnes. On a la trace d'un almogavar sur la chute de Montségur, donc on sait qu'ils étaient là et c'était vraiment des fous furieux. Et ensuite, un peu chaud mon cher ami, on a aussi des pauvres types. Hein. Ils sont là, on vous le rappelle, l'ost c'est aussi bien pour les chevaliers que pour les paysans. Lui, il vient pour 40 jours. C'est son impôt. Il doit servir 40 jours son seigneur en échange de sa tenure. Donc il va venir. Par contre, lui, il ne vient pas. Autant eux vont lutter pour des terres, pour la foi, ainsi de suite, pour des choses nobles. Moi, je vais lutter pour l'argent, je veux juste nourrir ma famille. Après, le reste, la chevalerie, j'en ai rien à foutre. Lui, il va lutter en espérant rester vivant et rentrer chez lui. C'est pour ça. Lui, il a les moissons à faire. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va retrouver souvent des armes qui sont ni plus ni moins que des outils de travail. Et dès qu'il va rentrer chez lui, il va enlever ce grand manche, il va remettre un petit manche, puis il va aller dans les vignes pour travailler. Lui, son unique objectif, ça va être de rentrer vivant. C'est pour ça que dans les grandes batailles, souvent, ils se défilent, parce que l'honneur à sauver, ils s'en foutent. Effectivement. Et justement, c'est ça que je vais essayer de vous montrer. La bataille de Muret, c'est une grande bataille. Donc d'un côté, on a 20 000 hommes au bas mot. La plupart de ces hommes sont comme Peyre ici, hein, avec le petit Faïsou, le petit outil agricole. Ils ne sont pas des gens qui sont entraînés à se battre. Et 2 à 3 000 cavaliers, notamment ceux du roi d'Aragon, qui sont des grands chevaliers, qui ont servi contre les musulmans, contre les morts en Espagne, qui sont des chevaliers aguerris. Ceux du comte de Toulouse, évidemment, ceux du comte de Foix. Il y a même des Anglais qui se sont alliés à Raymond VI pour se battre à Muret. Alors je vous passe les péripéties. Vous savez, Pierre d'Aragon va partir quasiment tout seul se battre, sans son habit de roi, ce qui se faisait souvent d'ailleurs, et va se faire tuer au tout début de la bataille. Mais ce qui est plus intéressant que le fait donc, de la mort de Pierre d'Aragon, c'est ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire que lors de cette bataille, Raymond VI, il est dans Muret. Alors c'est presque un jeu de mots, hein, il n'est pas en Muret, mais il est dans Muret. Il est sur les remparts, il voit se battre les 700 ou les 1000 chevaliers du roi d'Aragon. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il reste et il ne va pas aider le copain. Une fois de plus. Par contre, qui c'est qui va aider
le roi d'Aragon, c'est l'armée consulaire, l'armée de Toulouse, les gens qui sont comme payres là pour se battre, les pauvres paysans, les pauvres artisans, et ils vont essayer d'aider le roi d'Aragon, sauf que quand le roi d'Aragon se fait tuer, l'armée du roi d'Aragon, son chef étant tombé, se retire. Et qui reste sur le champ de bataille? Il reste au bas mot 8000 hommes ou 10 000, comme Peyre qui est ici. Et évidemment, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils ne sont pas entraînés à se battre. Et les croisés, eux, ils veulent vraiment marquer un coup important, on va dire. Ils vont marquer le coup et ils vont tuer quasiment un par un cette piétaille, ces pauvres gens qui venaient se battre pour sauver leur ville, Toulouse. Et on a un bilan terrible. 8 morts côté croisé, au moins 5000 du côté occitan, du côté de Toulouse. D'ailleurs, ça va être un traumatisme. Et alors là, on a beaucoup de textes qui nous en parlent, c'est que ces 5000 hommes, comme pères, ce sont des hommes, c'est ni les vieillards, ni les enfants, ce sont les hommes en âge de porter les armes, donc plus de 14 ans. Vous savez qu'à l'époque, on ne vit pas vieux. Donc c'est toutes les forces vives de Toulouse et de la région. Et ces 5000 morts vont être vraiment un traumatisme. Il faut imaginer aujourd'hui le trauma que ça peut être de perdre, comme un peu quand on parle de la Première Guerre mondiale, où tous ces hommes en âge mûr, d'adultes ou jeunes adultes, sont tombés. Derrière, il faut du temps pour que les générations se refassent. Et on a, à la suite de la bataille de Toulouse, on a tous les comptes consulaires qui nous expliquent, et les écrits des notaires, qui font les successions. Parce que tous ces gens qui sont morts, il faut bien que les gens continuent à vivre. Et donc, il y a et c'est un traumatisme gigantesque que vraiment cette tuerie amurée de tous ces hommes de Toulouse. Quelques mois plus tard, Baudouin, vous le savez, le frère du comte de Toulouse, qui avait pris fait et cause pour la croisade, va se faire attirer dans un traquenard par notamment un qui était considéré comme un de ses meilleurs amis, dit-il, Ratier de Castelnau. Et il a été capturé, dit-on, tout endormi, sans armes et presque nu, donc au pied du lit. Et son frère, Raymond VI, va aller donc à Montauban, près de l'église Saint-Orens, et va pendre donc son frère Baudouin. Ce qui va beaucoup aussi marquer ce peu d'indulgence envers son frère. Il aurait pu lui donner une leçon, lui retirer peut-être ses droits et puis l'envoyer en Palestine ou quelque chose comme ça, un exil forcé. Mais non, il l'a pendu et ça a beaucoup marqué les esprits à l'époque. Et plusieurs fois, ça revient dans les textes, ce qui aggrave beaucoup sa réputation. Les croisés vont ensuite dans le Rouergue en passant par l'Albigeois. Et j'accélère pour arriver à la fin parce que sinon ça sera trop long. Avril 1215, pour la première fois, il va y avoir une croisade royale, c'est-à-dire que le fils de Philippe Auguste, Louis, va venir faire sa quarantaine, faire sa croisade, ce qui n'est pas très bien vu de la part du légat, parce qu'il se dit il vient récolter des fruits d'un arbre qu'il n'a pas planté. Donc il le voit un peu d'un mauvais œil. Mais cette croisade arrive donc au printemps 1215, et les habitants de Toulouse, suite à Muret et suite à l'arrivée de cette croisade royale, oui, de cette armée royale, doit détruire ses remparts. Et Pierre Desvaux nous donne bien l'atmosphère. Les habitants obéirent contraints et avec force plainte, plus poussés par la peur qu'animés de bonne volonté. Ils se mirent à détruire leurs murs. C'est depuis ce temps-là que l'orgueil de Toulouse fut complètement abattu. Et là, Simon de Montfort entre dans Toulouse, sans finalement l'avoir prise militairement. Et Raymond VI, évidemment, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui, probablement dans les Pyrénées ou en Catalogne. Il s'est enfui aussi, le comte de Foix est parti avec lui. 1215, fin de l'année, c'est aussi le grand concile de Latran. Quelque chose, là aussi, qui devait être extraordinaire. 2283 personnes qui se sont réunies pour le plus grand concile de l'histoire. C'est vraiment un épisode marquant pour l'Église, c'est en 1215 à Rome. Il faudra attendre probablement, les spécialistes le disent,
la création de la Société des Nations ou de l'ONU, pour voir autant de monde se rassembler au même moment pour parler de paix universelle. Universelle pour l'époque, ça concerne l'Europe, bien évidemment. Et à ce concile est décidé, 14 décembre 1215, la déchéance du comte Raymond VI, puisqu'il n'a tenu aucun de ses engagements qu'il avait pris, rappelez-vous, en faisant pénitence à Saint-Gilles. Alors Simon de Montfort est comte de Toulouse, il est avec son fils Amaury, et bon, là vous voyez, ça a été fait assez récemment, c'est un cabinet d'architectes qui travaille parfois sur des sites historiques et qui montre qu'à cette époque-là, le château d'Arbonnay, le château des comtes de Toulouse, dans Toulouse, bon, Simon de Montfort, il a beau être seigneur de la ville, il se protège de la ville, hein, et il fait construire, vous le voyez, un grand fossé, une grande douve pour protéger l'endroit où il est, ce qui montre qu'à l'époque, il ne devait pas être très très bien accueilli. Il va recevoir à Paris l'investiture du roi, et c'est fait le jour de Pâques, 10 avril 1216. Mais en même temps, de l'autre côté des terres du comte de Toulouse, en Provence, le fils de Raymond VI, Raymond le Jeune, Raymond VII, il est en âge de diriger une armée, il est un peu plus combattant que son père, et il va commencer par la Provence, puisque Simon, il est à Paris, puis après il ira à Toulouse. Il se dit, c'est par là-bas qu'il faut commencer. Il fait le siège de Beaucaire. C'est le début de ce qu'on a appelé dans les textes la reconquête, la reconquista. Et quand Toulouse apprend ce siège de Beaucaire et cette victoire, hein, puisque le siège de Beaucaire va être une victoire pour Raymond le Jeune, pour le fils du comte de Toulouse, Simon de Montfort décide de mettre le feu dans Toulouse, pour faire un exemple. Et il commence par un quartier qui, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, on ne savait pas quel quartier c'était, puis on a retrouvé un texte, et qu'en fait c'était le quartier juif. Là encore, je tiens à le préciser, chaque fois qu'il y a quelque chose, évidemment, sur qui on tombe en premier? Les juifs. À Toulouse, il y en avait une assez grande communauté, et pour donner l'exemple, Simon de Montfort va brûler le quartier juif. Simon de Montfort, il n'allait pas brûler toute la ville de Toulouse, il n'avait aucun intérêt. Il en était le seigneur, c'était une ville qui était aussi en partie pour lui, il n'avait aucun intérêt. Mais il a brûlé le quartier juif pour commencer, pour faire un exemple. Rien n'y fait, Raymond prépare sa reconquête. Simon, lui, de Montfort, va en Provence pour essayer de rattraper cette perte de Beaucaire. Et le 12 septembre 1217, Raymond VI, qui revient donc d'Espagne ou des Pyrénées, revient au pied de Toulouse, 4 ans après l'avoir fui, Toulouse, il va y rentrer évidemment en sauveur, on va lui ouvrir les portes, et donc évidemment, vous le savez, Simon de Montfort va faire le siège de Toulouse en 1218, et donc 25 juin 1218, sous la mitraille, son frère, Guy de Montfort, va être touché, d'abord son cheval, puis lui, et Simon de Montfort, qui est à ses côtés, va vouloir aider son frère, et c'est là qu'il va recevoir une pierre en pleine tête et qui va donc le tuer au pied des remparts de Toulouse. Et alors là, les gens qui protégeaient Toulouse, vous l'avez vu, il y avait une armée, mais il y avait aussi des gens comme pères, des paysans, mais il y avait aussi des femmes. Et les femmes avaient souvent le rôle de tenir des petites pierrières. Et on a ici la jeune Amandine, qui a 12 ans, mais qui a l'âge que les filles à l'époque pouvaient avoir pour tenir ce genre de lieu avec leur mère. Et on le sait dans les textes, c'est une troupe commandée par des femmes qui a lancé ces pierres avec cette pierrière qui ont tué Simon de Montfort. Et donc là, on a Amandine qui nous joue donc le rôle d'une de ces jeunes filles qui a participé à la défense de Toulouse en juin 1218. Et alors, on peut l'applaudir, oui. Et alors, vous le savez, c'est un passage célèbre de la chanson de la Cansou, de la chanson de la croisade. Alors, en occitan de l'époque, pas sûr que vous compreniez, donc je vous le dis en français, le passage célèbre. Et la pierre arriva tout droit où il fallait. Si bien frappa le comte à son homme d'acier, que les yeux, la cervelle avec les dents du fond,
le front et la mâchoire, elle fit éclater. À terre, il tomba mort, livide, ensanglanté. La chanson de la croisade a été écrite au départ par un homme qui s'appelait Guillaume de Tudel. Tudel, d'ailleurs, tout le monde dit que c'est un Aragonais, enfin qui vient de Catalogne ou d'Aragon, mais peut-être que ce Guillaume venait des Touels, qu'on a vu tout à l'heure, l'ancêtre de Briatexte. C'est une théorie tenue par Jean-Louis Biget, mais qui est peut-être réelle. Et la suite de la chanson, après 1213, est écrite par un anonyme, on ne connaît pas son nom, mais qui est catholique, mais qui est souvent favorable au côté occitan. Et c'est lui qui écrit ces mots, évidemment, sur la mort de Simon de Montfort. Évidemment, après cette mort de Simon de Montfort, il y a une rébellion, on reprend espoir côté occitan, et les lieux qui se rebellent, évidemment, il y a Pamiers, donc en Ariège, puis il y a Lombers et l'Escure. Alors l'Escure, c'est intéressant, pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous savez, ça appartenait au Vatican, ça appartenait au Saint-Siège, et on reprend l'Escure côté occitan, mais c'est l'évêque d'Albi, Guillaume Peyre, qui est là depuis 40 ans, qui est toujours évêque d'Albi, et qui va donner l'Escure aux Occitans. Et d'ailleurs, le pape dit même, l'évêque, donc Guillaume Peyre, a livré aux perfides toulousains de façon coupable et indigne, en parlant de l'Escure. À la fin de 1218, Amaury de Montfort, le fils de Simon de Montfort, qui prend la relève, qui est donc le nouveau chef, essaie de remettre de l'ordre, et en premier lieu, il va à Albi, il y est le 22 septembre 1218, et, intéressant, il donne à l'évêque d'Albi le Castelviel et toutes ses possessions. Alors le Castelviel, c'était le lieu où il y avait le château des Trincavel, et à partir de ce moment-là, le Castelviel va être séparé de la ville d'Albi jusqu'à la Révolution. En 1219 arrive l'armée du roi, une nouvelle fois, le prince Louis, alors pas le roi lui-même, mais son fils, qui deviendra plus tard Louis VIII, viennent devant la ville de Marmande, où Amaury de Montfort a mis le siège. Amaury, évidemment, il ne s'en sort pas, et arrive cette armée, et, chose encore une fois méconnue, on parle toujours de Béziers, du massacre de Béziers, mais le massacre de Marmande va être tout aussi violent. L'inverse de Béziers, où à Béziers, on le sait, ce sont des routiers, des ribauds qui ont pris la ville et qui ont fait un grand massacre. Là, pour le coup, c'est l'armée du roi de France qui va tuer tout le monde à Marmande. Et les textes sont assez précis. Hommes, femmes, enfants, vieillards, catholiques ou hérétiques. Tout le monde y passe. C'est, au bas mot, encore une fois, 5000 morts. Puisque, évidemment, il faut imaginer que dans ces villes-là, il y a la population de la ville, mais aussi tous les paysans des alentours qui se sont réfugiés dans la ville, voyant toute cette armée arriver autour. Chose méconnue là encore, mais juin 1219, grand massacre à Marmande. Ensuite, évidemment, ils mettent le siège, l'armée royale, devant Toulouse. Et là, c'est intéressant parce qu'on a tous les comptes de qui dirige tel endroit à Toulouse, tel Barbacane, telle tour, on a tout. Et alors là, je me suis amusé à lire tous les noms et puis essayer de reconnaître des personnages connus. Donc, j'ai reconnu le seigneur de Roquefort, qui est joué ici, Bernat de Roquefort. Et il y a le seigneur de Puylaurens, de Penne, de Rabastens, de Lautrec. Lautrec, pas Sicard de Lautrec, son frère. Et Lombers aussi. Au bout de 40 jours, le prince Louis, il repart à Paris et il abandonne le siège de Toulouse. La chanson de la croisade se termine à ce moment-là. On est donc à l'été 1219. On continue. L'armée royale étant repartie, la reconquête continue en albigeois, notamment à Gaillac, qui est pris assez facilement. À Lavore, évidemment, ils attaquent Lavore pour essayer de reprendre la ville de Lavore. Et Sicard de Lautrec, qui a changé au moins 15 fois de camp entre le début de la croisade et 1219, ça fait 10 ans qu'il va d'un côté et de l'autre. Ce coup-ci, il est dans le camp du comte de Toulouse, mais les Français qui sont dans Lavore peuvent s'échapper, et ils passent à la nage d'ailleurs, par le campement de Sicard de Lautrec. Donc on voit bien qu'il jouait à la fois d'un côté et de l'autre. Le bal bigeois est repris assez facilement. On avance un peu dans le temps. 1222, c'est la création de Cordes, qui est aujourd'hui appelée Cordes sur Ciel.
Cordes, donc, et alors, là aussi c'est compliqué, on pourrait dire fondé, il ne faut pas imaginer comme ça, en claquant des doigts, du jour au lendemain, une ville apparaît. Depuis la chute de Saint-Marcel, on l'a vu en 1212, il y avait ces populations qui avaient bien dû aller quelque part, un endroit assez fort pour pouvoir être peut-être plus à l'abri. On sait qu'il y avait déjà des habitations sur ce puège de Mordagne, sur ce pic de Mordagne, et probablement que donc en 1222, alors que Raymond VI est mort, son fils Raymond VII, nouveau comte de Toulouse, fonde donc la ville de Cordes, qui n'est pas une bastide comme il y a écrit dans tous les offices de tourisme et les syndicats d'initiative, mais qui est un castelnau. Un castelnau, un château neuf. Autrement dit, si on fait un château neuf, c'est qu'il y en avait un vieux. Et qu'il y avait déjà des habitations sur le... Comment ne pas l'imaginer d'ailleurs, hein, sur ce pic de Cordes, ce pic de Mordagne. Et vous avez ici une maquette qui représente la ville de Cordes au milieu du XIIIe siècle. Elle est visible au musée Charles Portal à Cordes. Et très tôt d'ailleurs, à Cordes, il y aura des cathares qui sont mentionnés. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je ne vous parle pas de cathares finalement. Oui, parce que dans les textes, on en a quelques traces à droite à gauche. Alors ils sont souvent à Montségur. Beaucoup sont partis à Montségur, mais en albigeois, entre 1202 et 1224, on n'a pas de cathares qui sont mentionnés. Alors, ce qui peut paraître aussi évident, puisque l'albigeois étant un terrain de bataille continu depuis le début, soit ils étaient cachés, soit ils sont partis ailleurs. J'accélère. Arrive automne 1223, le fils Trencavel. Donc Trencavel étant mort à Carcassonne en 1209, assassiné, dit-on, son fils, qui avait été élevé par le comte de Foix, son tuteur, revient. Oui, effectivement, il a 16 ans. Il a 16 ans, c'est un homme, il peut diriger une armée. Vous imaginez aujourd'hui un gamin de 16 ans qui dirige une armée? Ça paraît tellement... à l'époque, c'est comme ça. Et Trencavel, évidemment, par quoi il commence? Il commence par mettre le siège à Lombers. S'il commence par Lombers, c'est bien que c'était la clé de l'albigeois. Il prend la ville assez facilement. Et de notre côté, Amaury de Montfort, le fils de Simon de Montfort, qui depuis 5 ans est le nouveau chef de guerre, le nouveau Dux Bellorum. Il n'est pas terrible, Amaury de Montfort. Hein. Il n'a pas du tout, il n'est pas aussi combatif que son père, évidemment. Il n'a pas vécu tout ce qu'avait vécu son père. Amaury va essayer de faire la paix avec le comte de Toulouse, ce qui va être signé en 1224. Amaury de Montfort va demander de prendre les restes de son père. Alors Simon de Montfort, la dépouille, c'est compliqué, puisqu'une fois qu'il est mort, on l'a fait bouillir pour séparer ce qui va bien de ce qui va moins bien. Puis il l'avait fait enterrer à un endroit, puis là il prend les restes, dit-on, dans un petit baluchon et il repart dans ses terres avec les restes de son père. D'ailleurs, il y a toujours un proverbe qui existe dans notre région, notamment dans le Toulousain, en occitan. Quand on veut dire de quelqu'un qu'il n'est pas fiable ou qu'il est un peu faible, on dit « est-ce une Amaury ?» Et ça viendrait donc de Amaury de Montfort, qui n'était pas quelqu'un, c'est vrai, qui a marqué les esprits pour sa vaillance ou sa noblesse. Le 16 janvier 1223, le jeune Trencavel dort dans Carcassonne, dans le lit de ses ancêtres. On pourrait croire que ça en est terminé et que les choses sont revenues à son point de départ. Malheureusement, non. Quelques années plus tard, a lieu dans l'Aude un concile cathare. Alors là, c'est que des cathares qui se réunissent. C'est à Pieux, aujourd'hui une petite bourgade. Et chose intéressante, il y a la création d'un nouvel évêché. Vous savez, les évêchés cathares, il y en avait déjà 4. Il y avait celui d'Agen, celui de l'Albigeois, celui du Toulousain, celui du Carcassonnais et créé celui du Razès. On peut imaginer que si la création d'un nouvel évêché, c'est qu'il y avait de plus en plus de gens et qu'il fallait organiser tout ça. Donc, durant toutes ces batailles, durant toute cette guerre, les cathares étaient toujours évidemment bien présents, beaucoup plus discrètement, mais par endroits, ils vivaient tout à fait librement, notamment à Montségur. On le verra dans la 3e conférence. Il faut dire aussi que du côté de Limoux, Limoux, ça avait été le fief
du jeune Trincavel pour se battre contre Amaury. Donc c'était un lieu qui était assez libre pour les Cathares. On arrive janvier 1226, serment de Paris, croisade royale. Le roi, là-haut, il n'entend pas les choses, il voit pas les choses d'un même œil. Et donc, le roi se croise et va participer à la croisade. Et une énorme armée descend en Languedoc. Alors, cette armée, elle est énorme. Mais pour la première fois, il va y avoir inscrit l'hérésie qui va être décrétée de droit commun. Et les lois civiles vont suffire pour condamner les hérétiques. Je ne vous lis pas tout le texte, sinon on n'avancera pas assez. Mais vous l'avez et vous l'aurez donc sur Internet plus tard. La croisade royale, elle descend pareil le long du Rhône, elle vient par Montpellier, Béziers, etc. Avant même d'arriver à Languedoc, il y en a qui se soumettent, Pulloran, Castres, Carcassonne qui se soumet avant même l'arrivée de la croisade. Et évidemment, Sicard de Lautrec aussi. Au passage, je vous l'ai mis parce que si je l'avais mis à chaque fois, bon. Fin septembre, le roi est à Carcassonne et il va nommer pour la première fois un sénéchal qui va, à partir donc de 1226, gérer toutes les terres de l'ancienne vicomté de Trincavel. Je vous ai mis comme ça en rouge pour vous montrer l'importance de cette armée. C'est une armée énorme. Aucune armée en Languedoc occitane ne pouvait se battre contre cette armée, donc la laisser passer. Il n'y a pas eu de grande bataille. Et cette armée, vous le voyez, est passée évidemment en albigeois par Castres, Lombers, Albi et remontée par le Rouergue. 1227, cette armée est en partie. Trincavel continue de reprendre ses terres qui viennent de reperdre un an auparavant. Vous voyez, c'est qu'un jeu comme ça, on prend, on repère, on prend, on repère. Trincavel, avec le comte de Foix, son tuteur, récupère des châteaux depuis leur camp de base, et donc je vous l'ai dit, qui est à Limoux. Et les croisés, eux, ils font, dit-on, le dégât et la chevauchée du côté de Cordes avec des gens d'Albi. Albi, encore une fois, qui était toujours tourné plutôt du côté des croisés. On proclama publiquement dans la ville d'Albi, au nom d'Humbert, que tous, tant que chevaliers que piétons, aient à suivre l'armée. À pied et à cheval, les hommes le suivirent en armes jusqu'à Cordes. Ils étaient plus de 2000, ils y restèrent 3 jours. Ils ont aussi assiégé Lagrave. Ce Humbert, en fait, donc vous avez vu, Arnaud Amaury est parti, la croisade royale est partie, et le roi a nommé un certain Humbert de Beaujeu pour diriger l'armée de la croisade en Occitanie, en Languedoc. Et chose intéressante, on l'avait vu déjà un peu au début, Humbert de Beaujeu décide de faire, c'est un mot occitan, talar, moi je ne connaissais pas, bon, qui veut dire faire le dégât. Et alors en priorité, il dévastait quoi? Les vignes, les arbres fruitiers, les moissons, évidemment quand le blé était sur pied, mais surtout, ils disent bien dans les textes, les vignes, parce qu'évidemment ça met longtemps à pousser une vigne, donc c'est quelque chose qui est dramatique pour les populations. Les vergers, là encore une fois, c'est des choses qui sont difficiles on vit difficilement après, puisque ça met du temps à revenir. Les jardins, plutôt que de se battre d'armée contre armée, ce Humbert de Beaujeu, il fait une guerre un peu sale, qui est la guerre où on affame les gens et où on appauvrit les gens. Le pape quand même décide de dire, bon maintenant ça va bien, ça fait 20 ans qu'il y a la guerre, il faut imaginer, 20 ans de guerre, ça a décimé une partie de la population, souvent des hommes en âge de porter les armes, en âge de diriger, de faire des enfants, etc. Et donc le pape décide un peu de stopper et dit donc en 1228, nous croyons très judicieux de travailler attentivement à rétablir entre le roi de France et Raymond, fils de feu le comte de Toulouse, une paix qui serait utile à tous égards. S'il arrivait que grâce à Dieu et à ton zèle, cardinal, elle put être conclue. Et ça va amener donc au traité de Meaux et de Paris, qui sont célèbres. Il faut imaginer qu'avant ça, il y a eu des rencontres entre le comte de Toulouse, Raymond VII, et les légats du pape. Et donc janvier 1229, le texte de Meaux, dès le début, évidemment, c'est la non-dépossession du comté de Toulouse, c'est-à-dire que Raymond VII restera comte de Toulouse. Mais il y a une clause qui certainement est apparue au dernier moment. C'est dans les mots de Raymond VII. C'est ce qu'on veut lui faire dire. Le roi nous laissera tout le diocèse de Toulouse à condition que nous lui remettons immédiatement notre fille afin qu'elle épouse un de ses frères. Les clauses sont draconiennes pour le comte de Toulouse.
du diocèse d'Albi, Raymond VII n'aura que la rive droite et le roi gardera Albi et la rive gauche. En avril 1229, donc c'est à 2 mots, on va à Paris, devant Notre-Dame. Il y a tout le monde, évidemment, il y a toute la cour du roi de France et de toute la région et de tous les prélats, etc., tous les nobles. Et donc là, je vous ai mis les 3 articles qui nous intéressent en tant qu'albigeois. Le 17, le diocèse d'Albi donc partagé en 2, rive droite à Raymond le Comte, Albi rive gauche au roi. L'article 30, nous remettons au roi et à l'église le donjon de Castelnaudary, de Lavore, le château de Montcuq, Penne d'Argenay, le château de Cordes, Peyrus le Roc et les châteaux de Verdun et Villemeur qui y étendra pendant 10 ans. Et le 31, nous donnerons aussi Penne d'Albigeois le 1er août prochain. Ce sont des clauses, mais il y a aussi la démilitarisation de toute la région. 30 villes et châteaux démantelés, Toulouse elle-même démantelée, on enlève les remparts, on la rend vulnérable. Ville démantelée en albigeois, garnison royale ou démantelée avec garnison, et une clause financière énorme, 5 tonnes 800 d'argent. Vous imaginez le nombre de lingots que ça fait. C'est vraiment la ruine pour le comte de Toulouse. Et je vous ai mis une carte pour vous montrer donc, les endroits qui sont soit démantelés, c'est ceux avec le petit cercle jaune, donc comme Montaigut, Gaillac, Rabastens, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Puylaurens, puis celle-ci, Lavore, et puis les garnisons royales à Cordes, à Penne et à Lavore. Le comte de Toulouse doit se faire humilier à la cathédrale Notre-Dame de Paris, comme son père auparavant. Il subit donc l'humiliation publique. Le roi garde 20 otages, alors c'est tous ses conseillers au comte de Toulouse, donc c'est vraiment, on lui enlève tout ce qu'il a. Et le roi donne au fils de Guy de Montfort, Philippe, le neveu de Simon de Montfort, Philippe de Montfort, les terres situées sur la rive gauche du Tarn, moins Albi, Albi reste au roi. C'est la nouvelle, et donc c'est à partir de là qu'elle est créée, la seigneurie de Castres, donc qui va du sud de la rivière Tarn jusqu'à Castres. Jeanne, donc la fille du comte de Toulouse, est donnée au 5e fils du roi, Alphonse, qui, dit-on, n'était pas très actif de l'entrejambe, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui était intéressant pour le roi, évidemment, puisque si elle n'a pas d'enfant, le comté de Toulouse revient au roi. Et enfin, il y a une ordonnance qui s'appelle l'ordonnance Coupientes, qui ordonne la chasse aux hérétiques. Elle est promulguée le 14 avril et elle est diffusée un peu partout dans la région, en albigeois notamment, à partir de l'été 1229. Ce Philippe de Montfort, il est intéressant parce qu'on va le voir après plusieurs fois. Philippe de Montfort, il est né en Palestine, il est fils de l'empereur de Constantinople, donc de l'impératrice de Constantinople. C'est quelqu'un qui a vécu toujours en Palestine et qui va découvrir un petit peu le Languedoc, qui va y venir plusieurs fois. Il va souvent être quand même en Palestine, la plupart du temps il va être dans ces terres là-bas, mais il va venir en albigeois plusieurs fois et il va dormir à chaque fois à Lombers, dans le château de Lombers. On a pas mal d'actes qui le mentionnent. Et là je vous ai mis un exemple de tout ce que je vous ai dit, c'est la situation de Lombers pendant la croisade pour vous montrer un petit peu. Donc septembre 1209, soumission aux croisés. Noël 1209, rébellion contre les croisés. Décembre 1210, Simon de Montfort reprend Lombers. Été 1218, après la mort de Simon de Montfort, rébellion. Quelque part entre 1218 et 23, Lombers est aux mains des croisés, on ne sait pas comment. Trincavel, je vous l'ai dit, reprend Lombers, la première chose qu'il fait en revenant. Et en l'été 1226, lors de la croisade royale, Lombers est reprise par le roi. Vous voyez un peu, alors je vous ai pris Lombers, mais je pouvais faire ça avec pas mal de villes. C'est un incessant chassé-croisé. Et voilà la situation de l'albigeois donc après le traité de Paris de 1229. Tout ce qui est au nord de la rivière appartient toujours au comte de Toulouse. Et ce qui est au sud appartient donc au roi à travers Philippe de Montfort. Et donc la situation, elle est celle que je vous ai donc dite. La société est totalement chamboulée, il faut l'imaginer. C'est 20 ans de guerre quasiment totale. La noblesse des châteaux est partiellement décimée, souvent tuée lors de batailles
ou parfois cathares et donc brûlés dans des bûchers, ou alors en exil. Il y a de nouveaux foyers de population qui apparaissent, on l'a vu avec Cordes par exemple, qui va centraliser toutes les populations du Cordé jusqu'alors, et d'autres qui ont donc disparu. Je vous ai parlé donc des Touels qui deviendra plus tard Briatexte, de Saint-Marcel qui est donc devenu Cordes, mais aussi Montégut, je vous en ai parlé, au-dessus de l'Isle-sur-Tarn, qui deviendra plus tard l'Isle-sur-Tarn dans la plaine. L'église cathare, donc évidemment, on n'en a pas trop entendu parler, mais elle ressurgit de ses cendres après 1224. On l'entend en 1224, on sait qu'il y a des cathares qui sont à Cordes et qui tiennent un atelier de tissage, ils sont tisserands. Et on a en 1228 un diacre qui s'occupe du Vintrou, dans le sud de l'Albigeois, et on en a un autre à Fiac. Voilà un peu pour la situation. Et donc, la prochaine fois, je vous parlerai donc de la période qui suit la croisade, de 1229, et là on ira jusqu'à 1300 et des poussières. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions concernant la croisade, par exemple? Oui, monsieur au fond, allez-y. Oh là là. Non, il est très difficile. Alors déjà, on n'a pas de compte de population, comme on va avoir par la suite. On peut avoir une vague idée, notamment à travers le nombre de seigneurs qu'il y a dans ces châteaux ou dans ces cités. Donc, en Albigeois, on peut compter une dizaine de grandes villes, entre guillemets, Albi, Castres, Saint-Marcel avant la création de Cordes, Lombers, Lautrec, Rabastens, Gaillac, Montégut. Vous voyez, j'ai à peu près fait le tour. Et puis après, sur évidemment, Lavore, puis Laurent. Mais il est très difficile. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au vu des travaux qui ont été faits, de grands spécialistes, de Roquebert, de Duvernois et d'autres, on sait que dans ces petits lieux, dans ces villages, notamment de l'Aude ou de l'Albigeois, il faudra attendre le 19e siècle pour qu'il y ait autant d'habitants que ce qu'il y avait à l'époque. Notamment après, avec la guerre de 100 ans, mais surtout la Grande Peste, où il y a vraiment eu, vous savez, il y a 75% de la population européenne qui a péri dans ces grandes séries de peste du 14e. Et il faudra vraiment attendre le 19e pour retrouver un aussi haut niveau de population, mais on ne peut absolument pas dire combien il y avait d'habitants, même dans les grandes villes. Pourtant, à Toulouse, par exemple, on a beaucoup de comptes, les notaires, etc. etc. Mais c'est très difficile. C'est pour ça que chaque fois que je vous donnais des chiffres, je prenais toujours des choses assez basses pour essayer de paraître au moins crédible et de ne pas tomber dans quelque chose qui soit fantasmagorique. Mais on ne peut pas le dire. Yann, s'il vous plaît. Yann. Oui. Alors, allez Marc, vas-y Marc. Oui, je peux demander à tes gardes du corps combien de temps il fallait au Moyen-Âge pour fabriquer une cotte de maille. Oui, alors là, ceux qui étaient là à la précédente, deux conférences précédentes, Vaillant nous avait expliqué qu'il faut à peu près un an pour faire une cotte de maille. Et c'est évidemment très cher. Il n'y a que les grands seigneurs qui peuvent en avoir. Hein. Tous les chevaliers n'avaient pas forcément une cotte de maille. Et ouais, il faut compter à peu près un an par. C'était plusieurs artisans qui le faisaient. On n'avait pas un seul forgeron qui le faisait. On avait des aubergeniers, donc des gens qui faisaient des auberges. Et ouais, il faut compter à peu près. Alors ça dépend. Au tout début, c'était du fil de fer où les mailles étaient aboutées, mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas très efficace. Et après, non, c'était des plaques qui étaient découpées et rivetées. Et c'est intéressant parce que ce que je ne vous dis pas, mais ce qu'il faudrait dire, c'est que quand il y a la croisade et que cette armée arrive, cette armée, par exemple, des croisés, ce n'est pas simplement des chevaliers et des gens armés qui arrivent. C'est aussi des artisans, des charpentiers, des forgerons. Les forgerons vont travailler sur les champs de bataille, souvent d'ailleurs au péril de leur vie. Les charpentiers pour construire les engins de siège, pour construire parfois des fortifications, etc. C'est tout un ensemble de populations. Dans les textes, par exemple, on a aussi, quand l'armée arrive, on a
l'armée croisée. On a aussi, je vous en ai parlé, des ribots, donc des sortes de routiers, de mercenaires, des gens presque sans foi ni loi qui se greffent comme ça à l'armée pour profiter évidemment de cette manne, notamment à Béziers où ils vont faire beaucoup de butin. Mais il y a aussi des filles qui viennent là pour récompenser les hommes après leurs efforts à la guerre. Mais c'est aussi une manne. Voilà, il y a toute cette population. Et il y a aussi, oui, les Aragonais, mais beaucoup. Il y a donc les côtes de main, évidemment, qui ont de la valeur, mais il y a aussi les chevaux, parce que souvent, je vous dis chevalier. Le chevalier possède donc par essence un cheval, et souvent, dans les textes, le cheval d'un tel va être donné en récompense. Voilà, ça a une grande valeur. Tout le monde n'a pas un cheval, évidemment. Les paysans, etc., n'ont pas de cheval. Ils en ont même plusieurs. Ils ont même plusieurs à porter déplacés, 2 pour combattre. Voilà. Madame? Oui, s'il vous plaît, le château de Cordes, il était où? Alors, c'est difficile parce que le château de Cordes, il est parfois mentionné, comme je vous l'ai montré là dans le texte, mais on ne dit pas où il est. Il y a une théorie qui disait donc au centre de Cordes, dans le centre actuel, la cité, l'endroit le plus haut, pas loin de la maison, du grand écuyer. Bon, voilà, mais on ne peut pas savoir, on ne sait pas exactement. Après, quand on entend château, attention, il ne faut pas imaginer un château, un grand château avec des tours, etc. Une maison qui fait office d'habitation et de lieu où le seigneur va, ou le sénéchal, ou l'officier royal va habiter et va faire son travail. Donc, pas forcément dans le château, quelque chose d'extraordinaire, on n'est pas dans le château de Versailles. Hein. Voilà. C'est simplement un lieu... Voilà. Et à Cordes, après, on n'en sait rien. Il est mentionné plusieurs fois dans l'histoire, mais on n'en sait pas plus. Oui. Moi, j'ai une question concernant dans la mêlée, quand il y avait les combats, est-ce qu'ils portaient des tabards tous avec des couleurs pour s'identifier? Et si oui, quelles étaient ces couleurs? Ou avec les Francavets, comme il y avait plusieurs seigneuries, est-ce que tout était mélangé ou est-ce qu'ils avaient des couleurs bien identifiées? Alors, en fait, les premières couleurs vraiment uniformisées pour une armée entière, c'est beaucoup plus tard, c'est au 14e, c'est une compagnie d'archers Pays de Galles, si je ne me trompe pas. Sinon, c'était vraiment chaque couleur à chaque seigneur. Après, ce qu'il faut imaginer, c'est que les seigneurs vivaient entre eux, donc ils se connaissaient par cœur, ils connaissaient les armoiries de l'autre. Il y avait aussi un petit lien qui se faisait dans la filiation, où on reprenait des éléments du père. Mais sinon, non, chaque couleur appartenait à un seigneur, à une famille. Et il n'y avait pas les péons. Peyre, par exemple, n'aurait jamais porté les couleurs de son seigneur. Il partait, on suivait un étendard, mais chacun portait sa livrée uniquement. Autrement dit, c'était le bordel. Sur un champ de bataille, ça devait être un bordel sans... Non, c'était pas un bordel parce que, comme je vous le disais, on luttait ensemble. Du coup, chacun se reconnaissait. On avait aussi des cris de ralliement. Alors, pour la petite histoire, on a fait une grosse bataille où on était 600 à se taper dessus, à côté d'Avignon. Et ma fille racontait ça à ma femme en disant: oh, t'as vu, il y a Guillaume qui attaque Stéphane. Et elle disait: mais comment tu les reconnais? Elle dit: bah, le casque, comme elle a l'habitude de nous voir combattre, pour elle c'est naturel, les formes de boucliers, c'est naturel simplement parce que voilà, ça s'est fait sur des années. Et il y a une chose aussi dans les textes qui sont mentionnés parfois, c'est la langue. On parle souvent là de l'occitan, etc. Je ne sais plus à quel siège exactement, mais il y a donc les Français qui parlent donc en langue d'oïl, en français on va dire. Et il y a des Occitans qui sont avec eux, ils ne comprennent pas, et dit-on, ça les énerve beaucoup. Parce qu'ils se disent, ils se disent peut-être des choses qui sont contre nous. On peut imaginer le sicard de Lautrec, qui peut-être a souvent été dans cette position de ne pas comprendre la langue, et donc de pouvoir peut-être comprendre tout ce qui se dit. Et la langue est souvent aussi importante, est souvent mentionnée dans les textes, où quand il faut faire serment, etc., qu'on demande de faire serment, par exemple en français, ils ne savent pas, ou même en latin, ils ne connaissent que l'occitan, notamment pour les cathares, c'est souvent mentionné, ou pour ceux qui sont considérés comme cathares. Donc la langue aussi est importante. Et à Castelnaudary, la grande bataille qui n'a pas forcément eu lieu, qui, vous savez, que je vous ai raconté tout à l'heure, les Occitans
dans le fameux camp retranché de Raymond VI, c'est dit dans les textes, pardonnez ma grossièreté, mais c'est ce qui est écrit, crie sur les remparts, fils des putes, oh fils des putes, et il chante ça. Et en face, quand Foulques arrive avec l'armée de Toulouse, enfin avec l'armée, donc cette confrérie blanche, il y a l'évêque de Paris, il y a Foulques et tout un tas de prélats, et ils chantent une chanson en latin, une chanson religieuse, le Salve Regina, et ça a beaucoup impressionné les Occitans, qui ont entendu cette armée se déplacer comme ça avec ces chants religieux. Donc il y a aussi, il faut imaginer tout ce foisonnement de cris, à la fois d'insultes ou de chants religieux de part et d'autre. Voilà. Oui, notre monsieur? Comment on alimentait toutes ces troupes? Comment ça se faisait? La logistique? Très difficile. Le nerf de la guerre, hein. C'est quand vous avez une armée de 5000 hommes qui descend, il faut imaginer tout ce qu'il y a autour. D'ailleurs, quand ils descendent comme ça sur le Rhône, ils marchent rive gauche du Rhône, et sur le Rhône, il y a des grandes barges avec de quoi les nourrir pendant quelques temps. Et puis après, une raison aussi, c'est qu'il va y avoir du pillage. Alors du pillage au sens premier, mais si vous passez dans un verger, bon, ben, s'il y a 1000 hommes, bon, il ne reste pas grand-chose du verger. Et ainsi de suite. Et les bêtes, il faut imaginer que en 1218, lors du siège de Toulouse, une chose incroyable, il y a des choses qu'on ne dit peut-être pas assez souvent et que je n'ai pas dites là, mais le siège de Toulouse va durer 10 mois. Pendant ces 10 mois, les gens, il faut bien qu'ils continuent de vivre. Donc tous les paysans, avec leurs troupeaux, étaient rentrés dans Toulouse. Et là, les textes nous le disent, les églises étaient devenues des grandes étables, parce que c'est des lieux qui sont importants pour pouvoir y loger tous les troupeaux. Les places publiques étaient des dortoirs communs, pour que tous ces gens qui n'avaient pas d'habitation dans Toulouse puissent y dormir et y vivre. Mais en même temps, comme quoi la religion est au fond un prétexte, on continue de construire la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, en même temps que l'armée du Saint-Siège est devant ses remparts et canards de la ville. La vie continue, et en même temps, donc, vous deviez avoir, ça devait être quelque chose d'extraordinaire de voir cette ville bouillonnante comme ça, de voir donc à la fois tous ces gens qui essaient de vivre, de continuer de vivre, malgré la guerre. Et évidemment, le butin en fait partie. C'est pour ça que quand Humbert de Beaujeu, là, il détruit les vignes, il détruit les vergers, il détruit les jardins, on veut faire la paix, hein, parce qu'on n'a plus rien après pour vivre. Il faut imaginer que c'est les familles qui sont... Puis quand on mange moins bien, après il y a des maladies, etc. etc. Bon, il y a toutes les conséquences qu'on n'imagine pas. Oui? Alors là, non. Non, tout ce qui est sur les tombeaux, alors certains sont connus parce qu'ils sont les tombeaux des rois de France ou autres, souvent pillés d'ailleurs à la Révolution ou dans d'autres temps. Mais quand il s'agit des Trincavel, bon, c'est vrai qu'il y a tout de suite une mythologie. Non, on ne sait pas où sont les corps, la plupart. Oui, ben oui, non, mais il y en a beaucoup des mystères. Hein. Mais vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Il faut que tu viennes, j'ai trouvé une crypte, il y a les corps. » C'était très tôt le matin, c'est pas possible, j'ai pas assez dormi. Il me dit, il y a les corps de Trincavel, il y a les corps de Raymond de Miraval, le troubadour, il y a le corps d'Azalaïs, la seigneuresse de Lombers, qui avait chanté. Bon, j'y suis allé, bon, effectivement, il y avait un trou dans une roche qui menait à rien, mais le monsieur avait vu peut-être une crypte potentielle avec tous ces personnages, pour dire à quel point, encore aujourd'hui, ça fait fantasmer énormément. Oui, il y a beaucoup de mystères, mais bon, les mystères sont faits pour être des mystères et pas forcément pour être résolus. Du moins, on ne peut pas le savoir. Peut-être qu'un jour, on découvrira. Difficile d'être sûr. Il devait y avoir à Albi, comme ailleurs, des gens proches effectivement du catholique français et d'autres plus proches des hérétiques. Il y a quand on donne les clés pour être à Albi, c'est plus par calcul d'être tranquille, on va dire, et sous le boisseau, on sait qu'ils savaient qu'il y avait des foyers qui accueillaient les besoins. Oui, oui. Effectivement, l'évêque d'Albi, Guillaume Peyre, pendant les 30 ans, plus de 30 ans, les 40 ans qu'il est resté évêque d'Albi, il a toujours eu un rôle tout à fait presque neutre,
puisque à la fois il va accueillir les troupes des croisés, mais à la fois, je l'ai dit, il a pris l'Escure et il l'a donné aux Toulousains, mais à la fois il a fait des controverses avec les Cathares, mais il ne les a pas condamnés. Voilà, il a toujours joué un espèce de double jeu. D'ailleurs, on a voulu le faire démissionner plusieurs fois. Il n'a pas voulu et il a démissionné à un moment donné où il était très âgé et il a passé la main, peut-être un peu forcé aussi. Mais c'est vrai que... Et puis la population d'Albi, elle devait être comme toutes les autres populations, un peu... Elle subissait cette situation et difficile. Pour le paysan lambda, c'est très difficile de faire un choix comme ça. Sauf quand on est contraint et forcé ou quand on subit les foudres de la guerre. Alors je terminerai par ça, mais en archéologie, quand a été fouillé par exemple Marie-Élise Gardel à Cabaret, vous savez, les tours de Cabaret, c'est un des rares endroits, donc c'est dans l'Aude, c'est au sud de la Montagne Noire, c'est un des rares endroits où ça a été fouillé de façon précise, moderne. On a fouillé donc ces habitations. On a là, Cabaret, c'était une grande seigneurie, riche par les mines notamment. Quand les croisés vont prendre Cabaret, qu'est-ce qu'on retrouve en archéologie? Eh bien, elle a trouvé, Marie-Élise Gardel, vous pouvez lire son livre, une assiette avec le poisson qui était prêt à être mangé. Les gens sont partis en plein milieu du repas. Donc ça veut dire que pour les populations, j'allais dire, qui n'étaient pas des aristocrates, les nobles ou les seigneurs, bon, l'armée arrive, vous savez que ça va être compliqué, vous partez. On le retrouve dans des situations actuelles, évidemment, quand c'est la guerre, on n'a pas le temps de faire les valises, et on part. Et en archéologie, notamment à Cabaret, on a retrouvé c'est-à-dire qu'on le voit très bien. Et elle disait, par un simple poisson dans une assiette, on retrouve le drame, qui est de partir comme ça vite, et de tout laisser sur place. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses importantes qui méritent d'être dites. Je crois que c'est bon, là, non? Allez. Et je remercie les seigneurs d'Oppoul. Je remercie les seigneurs d'Oppoul pour leur prestation amicale. Merci.